Et c'est parti. Fabienne, on est très content de t'avoir parmi nous. Ça Moi fait plusieurs mois qu'on se connaît quand même bien, qu'on travaille ensemble, qu'on s'appelle parfois certaines semaines tous les jours sur différents sujets. On est vraiment du coup hyper contents. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, donc on est sur le podcast de Dimension RH du cabinet Syncaigo. Donc c'est un cabinet qu'on a cofondé avec Nicolas et qui est spécialisé en transformation RH. Donc on parle stratégie RH, on parle implémentation de SIRH, on parle organisation de séminaires, création d'expériences employées. Et on travaille ensemble sur plusieurs projets avec plusieurs clients, avec Safran, avec le groupe LVMH, avec Séquence aussi. À chaque fois, ça s'est merveilleusement bien passé. On a été bluffés, on a beaucoup appris de toi. J'espère que tu as aussi un petit peu appris de nous. Et surtout, on a eu énormément de discussions et à chaque fois on s'est dit mais il fallait qu'on les enregistre en fait. Donc c'est pour ça qu'on t'a invité. J'ai plein de choses à dire, je vais essayer de faire une introduction un petit peu courte, mais juste avant que tu te présentes, pourquoi tu as accepté ce podcast toi de ton côté ? Je pense que tu viens de le dire en partie. J'ai accepté parce qu'on a une belle relation et que dans le monde du travail c'est quelque chose de précieux. Parce qu'on on partage aussi beaucoup de convictions sur la façon d'aborder les sujets, d'aborder les clients. Il y a de l'honnêteté, et en même temps il y a de la force, il y a de la puissance, il y a du contenu. Voilà, donc j'aime bien moi ce mélange d'authenticité simple et en même temps de pouvoir d'agir réel. Voilà. Trop bien. Donc encore une fois, juste avant que tu te présentes, encore une fois, on est super contents. Et ce podcast, c'est un podcast au format long, je le dis aussi aux auditeurs. Ce format long, il n'est pas forcément très commun. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous asseoir, vous plonger, que ce soit dans votre chemin pour aller au travail, pour rentrer, pendant vos vacances, que vous puissiez vous poser, quitte à l'écouter en plusieurs fois, pour qu'on aille vraiment au fond des choses. On voulait faire vraiment une discussion. Donc, sens-toi hyper à l'aise de parler des sujets qui sont importants pour toi. Et avec cette authenticité qui est importante, parce que nous, l'idée de ce podcast, c'est d'aider les leaders RH actuels et futurs à vraiment s'inspirer des meilleurs. Et pour ça, on a besoin de rentrer en profondeur dans les sujets et d'avoir un petit peu la sauce secrète de ces experts-là. Parfait. Donc voilà, c'est ça le thème. Et parlons de toi, Fabienne. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Ah oui, je peux. Le problème, c'est par où commencer. Alors, j'ai 58 ans, donc ça peut être un peu long. Donc, je vais essayer de faire des grandes masses. Moi, j'ai commencé à travailler très jeune. Parce que j'ai fait mes études en travaillant, ce qui devient de plus en plus rare. Et finalement, je pense que ça m'a aussi forgé d'avoir fait ça. D'avoir un pied dans les étoiles avec les études, le fait d'apprendre, le fait d'être dans une curiosité, de passer des examens, de lire beaucoup, etc. Et en même temps, d'être déjà dans le monde du travail, dans des tâches, quand on n'a pas de compétences particulières au début de sa vie, quand on a moins de 18 ans, dans des tâches qui pouvaient même être des tâches assez subalternes, mais qui étaient dans la réalité du coup des entreprises. J'ai fait de la manutention, j'ai fait des choses qui pourraient paraître un peu étonnantes quand on est en fin de carrière en fait. Et je trouve que c'est peut-être une constante de mon parcours, c'est un peu cette ubiquité. Je dirais les pieds sur terre, parfois même dans la boue, et la tête dans les étoiles. Voilà, c'est quelque chose qui a, je pense, c'est un peu le fil rouge de ma carrière. Après, j'ai partagé ma carrière entre des allers-retours, entre deux mondes. Le monde des cabinets de conseil, qui est quand même un monde un peu particulier, dans des fonctions évidemment de conseil RH, conseil en stratégie, conseil en transformation, conseil en management. Alors maintenant on parle plus de leadership, c'est plus à la mode, et aussi des postes en entreprise, plutôt sur la deuxième partie de ma carrière, des postes en entreprise de direction, développement RH, direction, développement managérial et direction et création d'universités d'entreprise. Et puis il y a quelques années, il m'est arrivé ce qui arrive à beaucoup de quinquas. J'ai eu à subir un licenciement inattendu dans un poste de cadre dirigeant, etc. Et donc la question s'est posée de ce que je voulais faire du reste de ma vie professionnelle, du reste de ma carrière, à un âge où les questions se posent aussi en termes de désirabilité, c'est-à-dire de ce qu'on a envie de faire soi, mais aussi de ce que le marché nous renvoie ou est prêt à accepter. Et donc j'ai fait ce pourquoi je ne m'étais jamais sentie faite, que je n'avais jamais osé faire, parce que j'ai été salariée toute ma vie. Je me suis dit, j'ai jamais créé des entreprises. Je pense que j'avais un petit besoin de sécurité ontologique qui me faisait croire que le salariat était plus rassurant. Voilà, on avait une paye tous les mois, quoi qu'il arrive, même quand on est en vacances. Et je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, de créer une entreprise, je ne le ferai jamais.
donc je ne pourrais avoir que des regrets. Donc je vais tenter l'aventure. Et donc je me suis lancée finalement assez tardivement. Alors après, j'ai fait quand même quelques allers-retours encore avec des petites périodes salariées sur des cabinets qui m'ont demandé de collaborer avec eux à temps partiel. Mais j'ai gardé ma structure et aujourd'hui, je suis à 100% sur ma structure. Et ma logique, c'est plutôt justement de travailler, donc soit seule dans certains cas. Et ce que je préfère faire, c'est de travailler en partenariat. Et vous êtes évidemment un partenaire juste privilégié dans ce contexte. Voilà. Waouh. Donc ça, c'est la partie. Ça, c'est vraiment la partie, professionnelle. Okay. Et puis après, il y a aussi une autre constante, c'est que je suis une grande sportive. J'ai toujours fait du sport. Ça fait partie intégrante de ma vie. C'est comme ma famille, voilà, c'est une constante. Quel type de sport tu as fait ? Voilà, et donc j'ai fait beaucoup de sports de compétition. Pour m'apercevoir finalement assez tardivement que je ne me mettais en compétition qu'avec moi-même plus qu'avec les autres. Et j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. J'ai été vice-championne de France il y a très longtemps, à l'époque dans l'équipe où était Chantal Joanneau qui a été ministre de Sarkozy, qui était ministre de sport. Ouais. Donc j'ai fait du karaté Shotokan, qui est un karaté assez précis, exigeant. Avec aussi l'intérêt que j'avais dans mes études de philosophie pour le Japon. Donc il y avait aussi le côté culturel, il n'y avait pas que le côté sportif. Donc il y avait aussi le côté ascétique, le côté philosophique, etc. des arts martiaux et du karaté. J'ai fait du triathlon parce que j'aimais le vélo, parce que j'aimais la course à pied, parce que j'aimais la natation. Donc là, c'est comme le shampoing, ça fait du 3 en 1. Donc pour moi, c'était idéal. J'ai fait du parachutisme, j'ai fait de la compétition, et puis je suis devenue ce qu'on appelle instructeur largueur. C'est pas très joli comme terme, surtout quand on est une femme. Mais j'ai fait beaucoup de parachutisme, j'ai eu plus de 1000 sauts, plus de 1000 sauts en para, avec des tentatives de records en chute libre, vous avez déjà vu ces figures dans le ciel où vous avez 100 parachutistes qui sautent de 4 avions différents, qui se rejoignent, etc. Enfin, j'ai vécu une vie un peu à 100 à l'heure, en fait. Et j'adore ça. Et puis c'est aussi l'occasion de multiples rencontres avec des gens qui ont des passions différentes, dans des environnements différents, etc. Et donc voilà, ce parallèle entre le côté très sportif, je fais beaucoup de voyages aussi, et puis ma vie professionnelle, c'est ce qui m'a construit et qui fait ce que je suis aujourd'hui. Donc plutôt en forme pour mon âge, probablement grâce à ça. Puis je bois beaucoup de thé vert aussi. Ah oui, c'est peut-être le thé vert. C'est ça. Ça doit être le thé vert. Bon, tu as ouvert énormément de portes, Fabienne. On va essayer de rentrer un peu plus en détail dedans. Pour rebondir sur le dernier sujet que tu as ouvert, le sport, comment le sport te nourrit dans ta vie professionnelle ? Alors le sport me nourrit pour plusieurs raisons. D'ailleurs, dans ma structure, je m'inspire vraiment de ça. C'est que je crois à l'amélioration continue. Alors pour vous qui êtes des spécialistes des méthodes agiles, ça vous parle, hein, mais je crois beaucoup aux vertus de l'entraînement, aux vertus de l'apprentissage, au fait qu'on est toujours un débutant, parce qu'on est toujours en train d'apprendre quelque chose de plus, quelque chose de mieux, quelque chose de différent. Donc c'est ça qui m'inspire dans le sport, c'est que on a toujours la possibilité d'être meilleur dans ce qu'on fait, que ce soit au service d'une cause collective dans un sport co. Alors ça a été moins mon cas, quoique pour le coup en karaté je faisais aussi du kata en équipe. Donc ces enchaînements de figures qu'on fait à 3, où il faut être parfaitement synchro, puisqu'en fait on est jugé là-dessus, aussi sur cette synchronisation des âmes et des corps, si je puis dire. Donc voilà, moi je crois beaucoup à cette notion-là. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé ma structure Shoshin, Shoshin Conseil, parce que Shoshin ça veut dire la voie du débutant en japonais. Et que donc, pour moi, quoi qu'il arrive, et même en entreprise, et même quand on est à haut niveau, on est toujours en train d'apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. Donc je crois vraiment à ça, et je crois que le sport m'accompagne là-dessus. Ça m'accompagne aussi sur le fait qu'on ne fait pas les choses juste comme ça, de façon éthérée. Il y a quand même un souci de performance derrière. Alors que ce soit dans la compétition avec un souci, une envie de gagner, ou que ce soit dans l'idée de performer, c'est de faire mieux qu'avant. Donc de gagner une seconde quand on court ou quand on nage, d'avoir une meilleure note à son kata parce que qualitativement il sera mieux perçu, etc. Mais l'idée c'est de se dire,
on est toujours perfectible. Et donc ça, c'est important aussi. Donc il y a le côté sportif, j'apprends, je découvre, je m'entraîne, mais il y a aussi le côté performance. Et cette performance, elle est aussi objectivable. Donc ça m'aide aussi beaucoup vis-à-vis de mes clients d'avoir aussi cette notion-là. Il y a la beauté du geste dans le sport, mais il y a aussi le souci de performer, de faire mieux. Comme une entreprise a un souci de croissance. Et comment tu le transposes juste quand tu étais... tu as dit que tu avais fait du conseil et que tu avais été aussi manager RH, directrice RH d'université d'entreprise. D'ailleurs, tu n'as pas cité les noms des entreprises. Je pense que c'est intéressant pour que les gens puissent se projeter aussi. Oui, alors, il y avait Ernst & Young, plus connu maintenant sous le nom de EY, où j'ai créé en fait le Learning and Development Center, à un moment qui était un peu critique, qui était le moment où... alors vous êtes un peu jeune, vous n'allez peut-être pas vous souvenir, mais c'était au moment du scandale Enron, dans les années 2000, qui a fait chuter le cabinet mythique Andersen, dont les actifs ont été repris dans le monde entier par les autres Big Four, puisqu'à l'époque c'était des Big Five, donc il y en a un qui a sombré, marqué du sceau de l'infamie. Ce sont les 4 autres Big Four qui ont récupéré les actifs d'Andersen dans le monde. Donc les autres Big Four, c'était Deloitte, PricewaterhouseCoopers, PwC, KPMG, etc. Et il se trouve qu'en France, c'est EY qui a récupéré les actifs d'Andersen. Et on s'est retrouvé avec 2 structures qui avaient à peu près la même taille en effectif, à peu près le même nombre d'associés. Sauf que la culture n'était pas du tout la même, bien que ce soit des cabinets à l'anglo-saxonne, mais la culture n'était pas la même. Il y avait chez Andersen une culture de warrior, de conquête, ils étaient perçus sur le marché un peu comme des mercenaires, etc. En même temps du brio, de l'excellence, etc. Le fait que ce soit eux qui soient marqués du sceau de la famille, ils sont arrivés, ils ont été repris avec la rage au ventre. Donc, ils sont arrivés chez EY à taille égale, marqués du sceau de la famille, donc censés être dans une position un peu d'humilité. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, parce que culturellement, ils étaient beaucoup plus braves, beaucoup plus sauvages. Ils avaient beaucoup plus la rage au ventre et ils avaient beaucoup plus faim que les gens qui étaient chez EY, j'allais dire, installés en tant que tels. EY pure souche. Et donc, il y a eu un choc des cultures énorme. Et donc, d'un point de vue RH, ça a juste été passionnant de se dire comment on fait. Comment on fait pour assumer ça? Comment on fait en termes d'organisation? Est-ce qu'on choisit la parité dans les instances de gouvernance? On les voit arriver quand même un peu fort. La parité, c'est peut-être dangereux. Est-ce qu'on travaille sur la base, tout de suite, à l'intégration, en disant, voilà, on n'est plus qu'une structure, mais en fait, c'était pas audible, absolument pas audible. On se rendait compte qu'il faudrait un temps long pour que les choses, pour que les personnes, pour que les practices, pour que se maillent en fait. Et donc on a vraiment engagé un chantier culturel à ce moment-là. On s'est dit on peut pas passer à côté, il va falloir faire quelque chose. Et cet outil qu'on a créé, le Learning and Development Center, en fait c'est devenu un endroit ressource, un peu un endroit neutre, un espace de rencontre qui n'était pas un champ de bataille, où que l'on vienne de l'une ou l'autre des structures d'origine, tout le monde était devenu EY, mais que l'on vienne de l'une ou de l'autre des structures, on allait partager des moments, des expériences, vous qui êtes des fabricants d'expériences, des créateurs d'expériences, on allait créer des expériences communes. Parce que finalement, on s'aperçoit que c'est de vivre des choses ensemble, parfois même des choses difficiles, mais de vivre des choses ensemble qui créent du lien. Et donc on a créé ce lieu qui était un lieu d'échange, de partage, de conférences, de formation, mais aussi un endroit où on organisait des débats, où on faisait venir des conférences, des conférenciers ou des conférencières inspirants ou inspirantes, etc. Et ça a vraiment été plus un outil dédié à comment se créer une culture commune à partir d'une situation qui paraît inextricable. Et ça a vraiment été dédié à ça, même si on passait quand même par les fourches codines de la formation en tant que telle, etc. Il y avait un peu des figures imposées. Mais sur le reste, on était vraiment dans cette optique de rassembler les gens autour d'un même totem, finalement. De recréer un totem commun. Combien de temps ça t'a pris pour que tu te dises « c'est bon, j'ai réussi » ? Alors, en fait, on n'a jamais fini. D'ailleurs, moi, j'ai dû quitter Ernst & Young en me disant que c'était pas fini. Mais on a quand même réglé beaucoup de choses au fur et à mesure. On a mis, je pense, 2 ans. On a mis 2 ans à vraiment commencer à voir des résultats. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que le travail n'est jamais fini. C'est-à-dire que les vieux démons peuvent ressortir très facilement. Les résultats que tu as commencé à observer, c'était quoi ?
Les résultats, c'est que les gens ont pu travailler ensemble sans forcément commencer à s'écharper ou à se dire oui mais toi tu réagis comme ça ou tu travailles comme ça parce que tu es un EY pure souche, ou oui mais toi tu as tendance à avoir telle attitude ou à traiter le client de telle façon parce que tu es un ex-Andersen et chez EY on fait pas ça. Enfin, voilà. Donc on a commencé vraiment à dire ok, qu'est-ce qui peut nous rassembler plutôt que de nous opposer. Et justement de faire des différences qu'il était impossible de nier. Il y avait de vraies différences, mais de faire de ces différences des complémentarités plutôt que des choses qui séparaient et qui créaient de la rupture. Mais c'est un temps long. En fait, on n'a jamais fini. Je peux vous parler d'Air France, par exemple, que je connais bien. Air France a connu la période Air Inter. Et aujourd'hui encore, donc je ne sais pas, ça doit faire au moins 30 ans. C'était quoi Air Inter ? Air Inter, c'est une compagnie aérienne qui s'est retrouvée avec Air France. D'accord. Et les ex-Air Inter, aujourd'hui, c'est encore une fratrie au sein d'Air France. Les ex-Air Inter ont une complicité... encore aujourd'hui. Au bout de 30 ans. Ils se reconnaissent entre Air Inter. Alors qu'Air France est quand même c'est notre compagnie nationale, emblématique, qui a une très bonne réputation, etc. Pour autant, il y a encore des gens qui cultivent un peu cette différence. Et justement, pour accélérer des transformations culturelles comme celle-là, donc toi, tu étais directrice de l'université côté EY, oui. C'est ça ? Oui. Et donc, soit ce poste-là, soit même au poste de DRH, ça va être quoi vraiment les choses auxquelles il faut absolument penser pour faire en sorte que la transformation culturelle se fasse avec un temps long, évidemment le plus rapidement possible. Il y a une première phase qui est incontournable, qui est une phase, alors je ne veux pas paraître trop mièvre, mais qui est une phase, j'allais dire, d'accueil au sens d'écoute. On ne peut pas faire l'économie de ça. Des gens qui arrivent la rage au ventre, il y a un moment, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. Qu'ils aient tort ou raison d'ailleurs, c'est pas le sujet. Donc il y a une phase de consultation, il y a une phase d'écoute, il y a une phase d'accueil, y compris si ça paraît inapproprié. Ça passe par quoi du coup, des interviews Alors ça peut être des interviews, mais les interviews c'est bien quand on va chez un client. Quand on est dans l'entreprise et qu'on accueille 2600 personnes qui font le même poids que vous, on peut pas faire ça. Donc en fait, ça peut être des focus group, ça peut être de créer des événements. Ensemble, je parlais de conférences, de débats, etc. Simplement que les gens se côtoient, partagent un verre ou un café ou un petit déjeuner avant ou après, et l'occasion de se voir dans des contextes où ils ne vont pas forcément être en opposition. C'est-à-dire qu'avant même d'aller chez le client, c'est quand même intéressant qu'un certain nombre de barrières commencent à tomber. Parce que si on les envoie chez le client avec ces barrières-là, le client, lui, le ressent, le perçoit. Moi, j'ai vu des clients dire à des consultants on ne vous prendra pas, quand on était en concurrence, par exemple, sur des appels d'offres, on ne vous prendra pas parce qu'on n'a pas senti d'alignement, par exemple, dans une équipe. Donc, évidemment, la première chose à faire, c'est de permettre une certaine forme de purge dans les limites de l'acceptable dans l'entreprise. Mais voilà, c'est une phase d'accueil, d'écoute, de consultation. Ça peut être des questionnaires, ça peut être des surveys, ça peut être des focus group, ça peut être des endroits où les gens se retrouvent et discutent. Et là, il y a plein de choses qu'on entend, qu'on perçoit, etc. Après une phase d'accueil, d'écoute, de consultation, il va falloir aller sur une phase de prise de conscience. C'est-à-dire qu'il faut que les gens, à un moment, admettent que ça a changé, que le monde change, que quoi qu'il arrive, la situation a changé, que ça continue à changer, et que donc, il y a un moment, soit on court au moins aussi vite que le décor, soit on en sort du décor. C'est même le décor qui vous laisse de côté, parce que vous ne courez pas assez vite. Il faut faire son deuil. Donc, il y a un moment, voilà, il y a ce côté, avoir cette prise de conscience que l'environnement a changé. Et que l'environnement va continuer à changer. Et là, ça passe par plein de possibilités. Ça peut être des benchmarks, ça peut être juste exposer un certain nombre d'éléments de vision, de stratégie, d'ambition. Ça peut être aussi des grands témoins, des tables rondes, etc. Mais en tout cas, c'est apporter des éléments. Ça peut être des éléments statistiques, ça peut être peu importe quel est le sujet. Donc, selon le sujet, on va aller chercher les bons éléments, ceux qui seront les plus pertinents. Mais l'idée, c'est de se dire, il y a un moment où il faut poser les cartes sur la table
Un peu comme on fait aujourd'hui toutes ces fresques qui se sont multipliées à l'instar de la fresque du climat. Maintenant, on a la fresque du changement, la fresque du management, la fresque du client. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec les gens quand on leur fait faire ça? On leur fait poser des cartes sur les tables qui leur permettent de visualiser quelle est la réalité des prix. Voilà, quels sont les acteurs, quels sont les éléments structurants, quels sont les facteurs perturbants de l'environnement, quelles sont justement les parties prenantes aussi externes à l'entreprise, etc. Ben, il y a un moment, il faut passer par cette phase-là. On vous a écouté, on vous a entendu, on le prend en compte, etc. On reformule ce que vous avez dit pour vous montrer qu'on vous a bien compris. Maintenant, parlons de ce qui se passe autour de nous. Pas de vous, de nous. Maintenant, on est ensemble. Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Et là, on peut partager effectivement des éléments qui vont être structurants. Une fois que les gens ont fait cette prise de conscience et qu'on a acté le même diagnostic, en fait, on est en danger. Ou non, au contraire, on est en pleine croissance et c'est le moment peut-être d'oser des choses. Voilà. Quel que soit le contexte, une fois qu'on s'est mis d'accord sur les éléments de diagnostic. Et combien de temps ça prend juste cette phase-là, à peu près? Alors déjà, ça dépend, j'allais dire, du nombre de personnes. J'ai tendance à dire, moi j'aime bien parler, quand on parle d'agilité, moi j'aime bien dire qu'il y a une équation, on peut mettre l'agilité en équation. L'agilité, c'est être capable d'anticiper. Donc quand on fait le diagnostic, etc., ça sert aussi à anticiper, voir comment évoluent les attentes de nos clients, de nos partenaires, de nos collaborateurs. C'est une forme d'anticipation. Donc j'aime bien me dire, il y a anticiper, c'est déjà un chiffre de l'équation, plus décider, prendre des décisions, plus faire en sorte qu'elles soient exécutées ou les exécuter soi-même selon son niveau. Donc on a ces 3 chiffres-là qu'il faut additionner. Anticipation, décision, exécution. Ça, on le met dans une petite parenthèse, vous savez, qui groupe les sommes. On fait une petite somme et on multiplie par la vitesse du changement nécessaire, selon qu'on est en risque ou qu'on a du temps. Mais il y a un facteur vitesse. Sur quoi? Sur la masse de gens qu'on a à emporter, qu'on a à embarquer. Parce que sinon, si on a à embarquer 12 personnes d'un COMEX, c'est lourd parce que dans un COMEX, les gens ont des convictions, ils ont du poids, ils ont des postes régaliens, etc. Ok, mais ils ne sont jamais que 12. C'est quand même un petit peu plus facile que d'embarquer 2600 personnes, qui en plus, hiérarchiquement, peuvent être à plus de 8 niveaux, 10 niveaux, 20 niveaux, dans certaines entreprises, 30 niveaux hiérarchiques du CEO ou du président. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Par contre, ma réponse, c'est le rapport vitesse sur la masse pour ces 3 sujets, d'anticipation, de décision et d'exécution. Donc là, on est bien au plus petit dénominateur commun de l'entreprise. C'est ça qui va déterminer le temps que ça peut prendre. J'ai l'impression, j'aurais envie de rajouter d'autres facteurs à cette équation. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Non, mais tu vois, il y a le côté aussi, est-ce que en tant que leader RH, parce que c'est aussi le thème de ce podcast, on est prêt, on est formé à gérer ce genre de transformation culturelle ou pas? À quel point, tu vois, il y a des... Toi, si demain ça t'arrivait une nouvelle fois, parce que tu l'as vécu plusieurs fois, certainement tu serais plus réactif, certainement tu aurais des réflexes différents. Même, tu sais, tu partageais un peu les différentes phases. Donc, tu as le deuil, le fait de se dire, OK, on est ensemble, etc. C'est un peu les phases de l'acceptation du changement. En fait, comment un leader RH peut faire en sorte que ce facteur dont je parlais, qui est à quel point il va être prêt ou pas prêt, il puisse se dire ce facteur-là va être positif. Ça veut dire qu'en tant que leader RH, je vais plutôt accélérer, je sais comment faire. Tu fais quoi? Tu as une courbe du changement devant toi et tu dis où est-ce qu'on en est. Tu vas appeler le CEO pour essayer de dire en fait là c'est hyper important que tu bosses et que tu me dises OK, partage-moi la vision, etc. Enfin, comment est-ce que tu t'y prends? Si tu devais le conseiller à un de tes clients, il doit gérer une transformation culturelle comme ça. Est-ce qu'il lui faut des gens? Est-ce qu'il faut du budget? C'est plein de questions. Alors, je vais répondre à ces questions. Si je digresse, tu me fais revenir. Vas-y. Mais avant, je voulais ajouter un peu la suite de cette espèce de protocole dont tu me parlais tout à l'heure en me disant comment tu fais. Parce qu'on en était arrivé à la prise de conscience. On avait dit d'abord accueillir, écouter, consulter. Voilà. Deuxième phase de diagnostic, on met tous les éléments de contexte sur la table, on les partage et on se met d'accord sur le constat. Troisième phase, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc là, il y a une phase qui est de co-construction. Pourquoi j'en parle par rapport à ta question? Parce qu'on va voir que ça se rejoint. Après, il faut co-construire. C'est-à-dire qu'on n'induira pas de changement, on ne créera pas une nouvelle dynamique, on n'installera pas de nouveaux comportements, on ne va pas déployer de nouveaux logiciels. Voilà, tout ce qui peut tout ce qui peut induire du changement sans impliquer les personnes concernées.
Donc après, il y a la phase de co-construction. Et qui dit co-construction dit qu'on le fait avec des gens. On ne fait pas tout seul, puisqu'il y a co dedans, le préfixe. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire que ça demande des compétences en termes d'intelligence collective. D'intelligence collective, multipliée par la masse, donc qui doit se démultiplier. Et pour faire de l'intelligence collective, il y a plusieurs choses. C'est nécessaire d'avoir des convictions pour pouvoir emmener la meute, le troupeau, l'équipe, peu importe comment on l'appelle selon sa taille. Mais pour pouvoir l'emmener, il faut avoir des convictions. Mais il faut aussi savoir écouter, savoir faire des pas de côté. Parfois même, c'est une drôle de danse, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, 2 pas sur le côté, 2 pas de l'autre côté. En fait, il y a quelque chose qui devient une compétence pivot pour tous les leaders RH, qui est finalement, alors cette forme, on parlait d'agilité tout à l'heure, alors quand on dit agilité dans les entreprises, on pense méthodes agiles, maintenant Scrum, Safe, etc. Là, je parle de l'agilité, la vraie agilité, la souplesse, celle des genoux, quoi. Enfin, c'est celle c'est l'agilité comportementale, c'est la souplesse intellectuelle. Alors, ça peut être physique aussi, parce que quand on a beaucoup de gens à emmener, on fait beaucoup de déplacements, on fait beaucoup d'animation de groupe, beaucoup de facilitation. Donc c'est aussi physique, mais voilà, c'est cette idée, je pense qu'il y a une compétence aujourd'hui que le leader RH doit avoir absolument, en dehors de compétences techniques nécessaires, c'est la souplesse, l'agilité, la flexibilité intellectuelle, c'est la plasticité neuronale. Alors ça paraît être un mot un peu compliqué, la plasticité neuronale, mais quand on fait un détour par les neurosciences, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses à faire aussi sur... Alors c'est pas de la manipulation des foules, mais c'est d'aller chercher les personnes aux bons endroits. Ça sert à rien de taper dans un punching ball. Si la personne elle est en résistance, puis on parle souvent de frein, de résistance au changement, si les personnes sont en frein, sont en résistance au changement, elles ont de bonnes raisons de l'être. Et la première des raisons, c'est la peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? On a fait un atelier, un séminaire ensemble pour un client, je ne sais pas si on peut le citer ou pas, je l'ai cité tout à l'heure, donc les gens feront le lien s'ils ont entendu le début, où il y a un ergonome qui a sorti une phrase que du coup j'ai ressortie à toutes les sauces d'ailleurs parce qu'elle est hyper forte. Il disait, donc l'ergonome, son métier, c'est de créer une expérience, de créer un environnement ergonomique pour les utilisateurs. Et du coup, les utilisateurs, parfois, tu bois ton café, est-ce que la lance de la tasse est au bon endroit ? Toi, quand tu le designes, tu peux te dire, bah oui, c'est une tasse avec une anse, c'est pas compliqué. Et puis l'utilisateur, il va pouvoir te dire, bah en fait, non, c'est pas forcément mis au bon endroit. Et en fait, le réflexe qu'il a, et que du coup, que je trouve hyper intéressant d'avoir dans les transformations, c'est de dire, les gens n'ont pas forcément raison, ils ont leur raison. Et je trouve ça hyper important de pouvoir se le rappeler. Ils n'ont pas forcément raison. Ok, on a envie de rentrer en confrontation, mais en fait, le plus important, c'est de comprendre leur raison pour pouvoir après détricoter. Et peut-être, c'est un peu le chemin vers plus d'empathie aussi. Si c'est pas un réflexe naturel de dire ça, quoi. Et alors justement, c'est intéressant, c'est que la plasticité neuronale, alors il faut aller voir dans les travaux sur à partir des neurosciences, il y a des choses très intéressantes. C'est parce que tu parlais des compétences du leader RH aujourd'hui pour faire face à tout ça, à ce maelstrom à la fois business, émotionnel, humain, technique. Enfin là, on est quand même aujourd'hui presque plus dans un changement de paradigme qui embarque avec lui beaucoup de choses que dans des changements par entreprise. Il y a un mouvement de fond quand même, notamment avec l'IA aussi. Donc c'est intéressant d'aller voir du côté des neurosciences parce que les neurosciences nous expliquent que nos chemins de résistance ne sont pas les mêmes. En revanche, la façon de les travailler peut être commune. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans une même salle des gens qui n'ont pas les mêmes résistances. Par contre, on peut les faire passer par les mêmes expériences pour que ces résistances s'effritent, ou qu'en tout cas, ils comprennent qu'ils peuvent baisser la garde sur certaines choses si c'est plus productif, et que leur faire admettre et comprendre et vivre que leur résistance absolue
impérative sans être comprise d'eux-mêmes, elle est innée presque, etc. Mais en fait, elle est contre-productive aussi pour eux. Et là, il y a des travaux à aller voir. Alors, il faut aller voir du côté de l'approche neurocognitive. Donc, il y a des travaux en France de Jacques Fradin, de l'Institut de médecine environnementale, qui travaille là-dessus depuis des années. Il avait sorti, il y a plus de 25 ans, un bouquin qui s'appelait « L'entreprise neuronale », où il expliquait déjà qu'une entreprise, ça fonctionne comme un corps organique et que ça a un peu les mêmes réflexes et les mêmes liaisons synaptiques ou le même d'absence, ou même les absences de liaisons synaptiques parfois. Hein. On a parfois des entreprises où il y a des endroits où il y a des encéphalogrammes plats. Voilà. Donc il y a ces travaux-là qui sont intéressants. Il y a les travaux de Daniel Kahneman avec son excellent bouquin Système 1, Système 2 sur ce cerveau. Alors ça rejoint complètement les travaux de Jacques Fradin. C'est très intéressant de faire les deux en parallèle. Cette idée qu'on a un cerveau, celui de nos biais cognitifs, celui où on va tout de suite à ce qui nous paraît le plus évident, le plus rapide, le plus instinctif, parce que pour l'animal en nous, qui finalement résiste au danger par soit la fuite, soit la lutte, soit l'inhibition, hein, qui sont les 3 modes. En anglais, on dit les 3 F parce que c'est freeze, fight, fly, c'est pas dans le même ordre. Cet animal en nous, on ne l'a pas dompté. Aujourd'hui, on a toujours, face à quelque chose qui nous fait peur, au moins l'une de ces réactions, sachant que selon son métabolisme, son comportement, son vécu, etc., on est plutôt dans l'un ou dans l'autre. Il y a des gens qui vont plutôt être systématiquement dans le combat. Voilà, l'entreprise me fait subir un changement auquel je ne m'attends pas. Eh bien, je vais lutter. Je vais être contre tout. Voilà. Y a ceux qui vont être dans la fuite. Donc la fuite, c'est pas prendre ses jambes à son cou physiquement, c'est j'esquive le sujet. C'est une forme d'esquive, de désengagement. Voilà. Et puis il y a l'inhibition. Je suis sidérée en fait. Je suis comme le lapin dans les phares de la voiture. Je suis frozen comme on dit en anglais. Je suis sidérée. Je suis complètement et donc je suis plus capable d'agir. Tout ça, ça agit encore en nous. Et c'est intéressant d'aller travailler sur toutes ces dimensions-là, y compris sur des collectifs qui, d'ailleurs, quand on revient à des choses simples comme ça, s'en amusent beaucoup. Et ça permet finalement d'aller toucher les vrais sujets de façon simple, parfois même avec des méthodes un peu ludiques, etc. Il ne faut pas oublier que la peur, c'est la plus puissante de nos émotions. Je ne saurais pas reciter les 7, mais bon, la joie, la colère, etc. Très bien, mais la tristesse, etc. Mais la peur, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et aussi, alors, ça peut nous aider dans une situation donnée à réagir vite, et parfois bien, mais ça peut aussi, au contraire, nous amener sur de mauvais chemins. Et si je reviens aux travaux de Daniel Kahneman, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il y a ce cerveau donc rapide, qui peut, dans des situations d'urgence, nous être utile, mais qui, la plupart du temps, nous empêche finalement justement d'avoir ce pas de côté, de se dissocier, d'être dans la petite caméra qui est sur le coin de la pièce et de se regarder faire en disant non mais attends là tu déconnes complètement. Donc il y a ce deuxième cerveau, ce qu'il appelle le système 2, donc système 1 le plus rapide, le plus intuitif, mais celui où on a plein de biais cognitifs. Par exemple celui qui fait que la première fois que je t'ai rencontré Ulysse ou que je t'ai rencontré Nicolas, j'ai eu une première impression qui a été déterminante. Si elle a été bonne, je vais rouler dessus et c'est parfait. Si elle a été mauvaise, je vais continuer à chercher tout ce qui ne me plaît pas en toi. Voilà. Donc ça, c'est le cerveau, c'est le système 1. C'est l'instinct, en fait. Mais rapide. Donc il a des avantages. Ouais. Donc il ne faut pas dire, celui-là, il faut le bannir. Non, il a des intérêts. Mais il faut être conscient que dans ce système, on a des biais cognitifs. Et que du coup, le système 2, c'est celui qui va nous permettre de prendre du recul. Je fais la différence entre le pilote de ligne, qui est dans son gros avion, avec plein d'assistance, etc., qui est dans quelque chose qu'il connaît, il applique des protocoles, etc. Et puis le pilote de voltige aérienne, qui est dans son petit zinc, avec plein de paramètres sur son petit avion qui sont beaucoup plus prégnants, je sais pas moi, la météo, le vent, enfin, etc. Et puis un espace aérien qui n'est pas le même, et qui, lui, va être dans l'ajustement permanent. Et ça, c'est le système 2. Et ton leader RH, en fait, aujourd'hui, il faut qu'il sache naviguer entre ces deux systèmes en permanence. C'était quelque chose qu'on voulait aborder. Après, on va revenir sur ces expériences-là, mais
nous, ce qui nous avait marqué, il ne faut pas qu'on oublie de poser la question, c'est que effectivement, tu t'es énormément formé, tu as énormément approfondi. Tu vois, quand on parle de neuroplasticité, j'imagine que ce n'est pas les choses auxquelles les personnes s'attendent dans un podcast RH, mais pour autant, et on va vraiment creuser ce sujet-là, on va poser la question à quel point toutes ces formations et le fait d'ouvrir un peu les chakras, de sortir du champ pur RH, ça peut aider l'IT RH. On va le garder pour un petit peu après. Mais c'est juste pour revenir sur la partie... tu disais, du coup, il y a plein de façons de réfléchir. Alors, je le traduis avec mes mots. Mais les individus que tu dois embarquer ont plusieurs manières d'appréhender un sujet. Et toi, via une expérience commune, tu vas réussir à les faire converger. Est-ce que tu as... Alors, on en a fait des séminaires ensemble, donc je vois un petit peu comment tu les construis, etc. Mais est-ce que tu as un exemple, juste pour illustrer le fait d'avoir plusieurs personnes qui pensent différemment et via un atelier particulier ou via une suite d'ateliers, tu vas les amener à se dire à la fin « Mais oui, c'est vrai, il faut qu'on soit ensemble. » voilà. En fait, l'idée, c'est pas... On est bien d'accord, hein, c'est pas de faire des clones et des gens qui vont tous se comporter de la même façon à ton service, enfin, au service de l'entreprise. C'est de lever les barrières qui sont contre-productives. Donc, ce qui compte, c'est le chemin qu'ils vont parcourir, c'est l'expérience qu'ils vont vivre. C'est pas d'aller taper un comportement précis, bon, sauf après quand tu fais du fine-tuning, si tu fais du coaching individuel, évidemment. Mais quand tu as affaire à des collectifs, tu vas donc devoir varier les plaisirs. C'est-à-dire que sur une journée, par exemple, d'atelier, parce que c'est pas de la formation, hein. On n'est pas sur de la formation, là. On est vraiment dans de l'accompagnement, du conseil. Ils vont produire des choses, etc. Donc, tu vas devoir varier les plaisirs, multiplier les modes de facilitation pour que chacun, à un moment donné, soit dans un mode qui lui est plus confortable qu'un autre. Oui, c'est quoi des modes de facilitation, par exemple ? Alors, tu as plein de choses. Alors, tu as des outils qui sont très connus sur le marché, dont je ne suis pas du tout propriétaire, mais que j'utilise comme plein d'autres consultants. Tu as par exemple le World Café, qui consiste effectivement à mettre des gens dans une salle, à les répartir sur des tables ou en tout cas des espaces, des îlots, etc. Leur dire qu'ils vont... Alors c'est un peu comme dans le design thinking. Ils vont avoir à endosser un personnage, un rôle ou en tout cas une position. Donc par exemple, on va dire, voilà, il y a les 3 tables qui sont là, vous allez réfléchir du point de vue du client. Les 3 tables qui sont là-bas, vous allez réfléchir du point de vue du collaborateur dans l'entreprise. Et puis les 3 autres tables... On parle d'expérience que tu crées pour au moins 50 personnes à la fois. Alors, ça peut se faire à 20. Hein. Enfin, du moment que t'as au moins, tu peux avoir 2-3 groupes de 3 personnes, c'est déjà un collectif en fait. Donc déjà, si tu as 9-10 personnes, tu peux le faire. Hein. C'est pas un sujet en fait. Après, tu peux aussi le faire à 400. C'est ça qui est merveilleux, c'est que tu fais des groupes de tables, etc., où les gens vont... Donc, par exemple, tu dis, j'ai une partie prenante client, une partie prenante collaborateur, une partie prenante actionnaire, par exemple. Ça pourrait être autre chose, hein, mais aux fournisseurs, voilà, ou élus locaux, ou, voilà. Et tu leur dis, je vais vous poser des questions, on va faire 3 tours avec 3 questions différentes. Sauf que à chaque tour, ceux qui étaient à la table client vont passer à la table collaborateur, ceux qui étaient à la table collaborateur vont passer à la table, etc. Et en fait, tu obliges tout le monde à endosser le point de vue, enfin, à mettre les lunettes de différentes parties prenantes et de réfléchir avec ces lunettes-là. Et tu vas poser des questions sur comment évoluent les attentes. Par exemple, les attentes du collaborateur, elles n'évoluent pas comme les attentes des clients. Ça sera intéressant après, justement, de dire comment on réconcilie les deux. Après, tu peux poser une autre question qui va être quelque chose qui est, par exemple, comment on y répond correctement aujourd'hui. Puis le 3e tour, ça peut être, en fait, non, très bien de se satisfaire de ce qu'on fait déjà bien, mais justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, etc. Donc, tout est possible, en fait. Ça, c'est une méthode. Il y a le co-développement qui est très puissant aussi, qui nous vient du Canada. Alors ça s'invente pas, ça a été créé par quelqu'un qui s'appelait, par un duo qui s'appelait Champagne et Paillettes. Sauf que Paillettes s'écrit P-A-Y-E-T-E. Le co-développement, c'est très puissant aussi. Ce sont des outils qui sont relativement maintenant communs, je trouve, dans les entreprises, qui sont parfois pas toujours bien utilisés. Après, on peut aussi travailler sur... alors, il y a les fresques. Mais qui deviennent maintenant un peu la norme, donc c'est pas surprenant. On peut faire passer les gens par des détours pédagogiques aussi, leur faire créer quelque chose. On peut aussi faire ce qu'on appelle des forums, des places du marché, où en fait on va demander aux gens de travailler en amont pour présenter des projets, par exemple.
Chacun va pouvoir aller écouter plusieurs projets et puis ensuite venir présenter aux autres ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont compris. Là, on va être plus dans l'appropriation. Et puis surtout en amont, parce qu'on n'a pas parlé, des COMEX, des CODIR, on n'a pas parlé encore beaucoup d'eux, mais tout ça ne peut se faire que s'il y a une vision qui est claire, qui est partagée, qui a une ambition qui est assumée, et qui est aussi communiqué, et que avec cette vision et cette ambition, on arrive à missionner les gens, c'est-à-dire qu'ils aient l'impression de participer à quelque chose de plus grand qu'eux. Et finalement, c'est comme ça qu'on embarque les gens. Freud parlait de la religion en disant c'est comme ça, c'est comme ça qu'on embarque les gens, c'est en leur faisant, en tout cas, croire, puisqu'en religion, on parle de croyance, qu'ils participent à quelque chose de bien plus énorme qu'eux. Et donc, ils sont prêts à même faire des sacrifices pour ça. L'entreprise, c'est un peu pareil. Les gens, ils seront prêts à vous suivre s'ils ont l'impression qu'ils participent à quelque chose qui les inspire. Ouais. Donc, il faut trouver ce qui va inspirer ce corps social. Et justement, pour rebondir là-dessus, tu as eu 2 vies, un petit peu, enfin, tu as eu plusieurs vies, mais tu as une vie vraiment orientée conseil. Oui. Et tu as une vie orientée plutôt direction RH interne, même si tu as fait en fait la direction RH dans des boîtes de conseil, donc c'est peut-être aussi, comme ça que tu as fait le pas. En fait, j'ai fait des allers-retours en plus, ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, comment ça t'a aidé d'avoir... peut-être commençons de l'un vers l'autre, après on pourra faire l'autre, mais en tant que directrice RH, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir ou qu'est-ce que ça aurait pu t'apporter d'avoir ces compétences conseil, notamment pour dire peut-être un codir, les gars, en fait, j'avance pas tant qu'on n'a pas de vision, ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Un peu comme le World Café, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est d'avoir vécu les 2 situations. Donc j'ai été prescripteur, j'ai été utilisateur. Donc en tant que responsable RH, j'ai eu à consommer du conseil, et en tant que consultante, j'ai eu à servir des COMEX, des CODIR, des directeurs RH. Des directeurs transfo, etc. Donc je connais les 2 positions. Donc du coup, j'ai un peu de... Je suis peut-être plus tolérante déjà dans un rôle et dans l'autre. Parfois, on peut avoir en entreprise des gens qui ont des positions un peu descendantes vis-à-vis de leurs prestataires. Inversement, on peut avoir des prestataires qui peuvent être parfois arrogants avec leurs clients, etc. Donc, là, l'intérêt d'avoir vécu les 2 positions, c'est que j'ai de l'indulgence dans les 2 positions vis-à-vis de la personne que j'ai en face de moi, que je comprends. Donc je comprends aussi les intérêts, le souci, les galères, mais aussi l'envie. Mais aussi l'envie. Un consultant qui est arrogant, c'est pas toujours parce que juste il a fait une belle école de commerce et qu'on lui a fait croire pendant des années qu'il était le fleuron de la nation. C'est peut-être aussi simplement parce qu'il est convaincu que c'est ça qu'il te faut et qu'il a vraiment envie de te faire passer le message, et qu'il le fait peut-être maladroitement. Voilà. Donc, et inversement, un DRH, c'est pas parce qu'il est dans l'entreprise qu'il a forcément la bonne vision de ce qu'il faut faire. Même parfois, d'ailleurs, parce qu'il est dans l'entreprise, il a une vision biaisée, et c'est intéressant en tant que consultant de lui faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres alternatives. Donc, je pense que d'avoir fait les deux positions, enfin d'avoir vécu les 2 positions, en plus de les avoir alternées. J'ai pas fait 15 ans dans l'un, 15 ans dans l'autre. J'ai fait des allers-retours. Je pense que ça m'a donné à la fois cette compréhension, cette indulgence, et puis un petit peu des 2 compétences dans chacun des 2 rôles, en fait. Et ça me permet effectivement d'avoir des dialogues avec des COMEX, des CODIR, des directeurs RH assez francs, assez ouverts, assez honnêtes, même quand on parle de choses qui fâchent. En revanche, peut-être que j'ai la manière de le faire. Ouais. Et inversement, quand j'ai été plus en entreprise, d'être suffisamment claire avec mes prestataires pour ne pas les mettre en galère. Par exemple, la question, alors nous qui sommes consultants aujourd'hui, la question des budgets, qui est toujours la question, ok, mais combien mon client est prêt à mettre? Enfin voilà, quand on est consultant, c'est hyper important. C'est pas juste qu'on veut gagner le plus d'argent possible, c'est qu'on a envie de dire à notre client, aide-moi à t'aider.
Si tu n'as que 10 000 balles, tu n'as que 10 000 balles. Moi, je vais essayer de te faire rentrer quelque chose là-dedans, mais qui soit correct, qui soit... voilà, je le ferai pour 10 000, mais je ferai un truc bien pour 10 000. Alors que très souvent, on a dans les entreprises des prescripteurs qui croient que ne pas donner de budget, ça va permettre que le consultant t'entourloupe pas. Ouais. Qu'il n'essaye pas de mettre un max, machin. Mais non, en fait, non. Donc, voilà, je parle de cette histoire d'argent parce que entre l'entreprise et les cabinets et les prestataires, c'est souvent un sujet. Ouais. Ben, moi, ça m'a permis, en ayant été dans les deux positions, de me dire, en fait, c'est un sujet sur lequel on a intérêt à être cash au départ. Donc, quand j'étais en entreprise, ben, j'étais claire avec mes prestats en disant, écoute, non, voilà, clairement, je te le dis, là, je suis à la ramasse, niveau budgétaire, voilà, je ne pourrais pas dépasser tant. Et je pouvais comprendre qu'un consultant me dise à ce prix-là, je travaille pas, je peux pas, par exemple. On a eu l'occasion d'avoir ce genre de discussion quand on a travaillé avec des clients. Je pense que c'est intéressant aussi d'un point de vue pédagogique d'expliquer à un client parce que ça s'apprend. C'est pour régler tel problème, ça va coûter tant. Parce que on a eu des exemples d'organisation de super trucs. Ils nous ont dit 5 000 € et j'ai trouvé ta posture hyper intéressant de dire franchement pour 5 000 € on peut pas faire et en plus vous allez pas réussir à gérer votre problème là-dessus, donc posez-vous la question. Et au final on s'est rendu compte qu'on pouvait le faire. On pouvait avoir quelque chose qui, c'est dans le podcast de Nicolas Aignan, quelque chose qui nous honore et qui les honore et qui honore le projet aussi, quelque chose qui est faire en fait. Mais parce qu'on a été capable aussi de dire quels étaient les risques à ne pas faire. On ne peut pas toujours s'engager sur un résultat, donc dire quelle est la certitude de la zone d'atterrissage. Mais en revanche, on sait en général assez bien cerner les risques à ne pas faire ou à faire de façon dégradée. Je pense que cette transparence, donc c'est peut-être le maître mot aussi, c'est la transparence. Voilà, c'est une forme d'intégrité avec le client plutôt que de jouer au chat et à la souris. Mais attention, ce n'est pas toujours le consultant qui joue au chat et à la souris avec le client. Parfois, le client manque de clarté, essaye effectivement de louvoyer, etc. Et c'est ça, c'est là. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire qui est dans la qualité de la relation à poser au départ. Et justement, s'il devait y avoir 3 compétences du conseil dont devraient s'inspirer les fonctions RH, d'après toi, ça devrait être lesquelles avec tout ce que tu as vécu ? Alors, ça paraît pas être une compétence, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la curiosité. C'est-à-dire que même si on a des convictions, même si avant d'aller voir un client, en général, on est allé voir sur LinkedIn le chiffre d'affaires de sa boîte, ce qui s'y passe, les dernières actualités, etc. Donc, on s'est quand même déjà forgé quelque part des éléments de contexte, etc. Il faut y aller avec curiosité. Tout ce qui est autour de la curiosité, de l'exploration, de l'écoute active, etc. Mais aussi, oui, vraiment de se renseigner avant, d'arriver en comprenant un peu tout ce qui peut nous permettre de mieux appréhender la réalité du client. Ça, c'est... Donc, ça peut aussi être des choses très... j'allais dire protocolaire. Ça peut être aussi d'aller éplucher les comptes. Moi, je sais que je vais rarement voir un client sans avoir lu, sans avoir téléchargé ou visualisé son bilan annuel. Parce que dans le bilan, il y a des éléments, il y a les chiffres, mais il y a aussi tous les grands projets stratégiques, il y a aussi au passage l'organigramme, les actions, les parties prenantes quand il y a des conseils d'administration, etc. Comment tu le transposes pour un leader RH dans son contexte, cette curiosité, comment est-ce que ça peut se transposer pour qu'il puisse arriver à son poste encore plus performant ou alors plus à l'aise? Non, mais ce que je viens de dire, déjà, un leader RH qui arrive dans une entreprise, la première chose à faire, c'est d'avoir vu tout ça. Déjà, j'allais dire trivialement, d'avoir regardé tout ce qui est accessible comme information. Le net aujourd'hui, il peut même aller sur ChatGPT, s'il sait faire une bonne requête, il peut lui dire, tiens, dis-moi tout ce qu'il y a à ça. Je suis futur leader RH de telle entreprise, je suis en cours de recrutement, donne-moi toutes les infos utiles, et c'est ChatGPT qui va les lui donner. Également d'aller étudier le business model, la rentabilité, les produits vaches à lait, là où on peut faire les plus grosses marges. C'est d'aller vraiment... En fait, selon le poste qu'on a, il y a peut-être des infos qui sont plus pertinentes que d'autres, mais c'est d'aller se familiariser.
quand on rencontre quelqu'un, ce qui crée des liens, c'est de se trouver des points communs, d'avoir des sujets de discussion, comme on a aujourd'hui. On a des thèmes qui nous intéressent en commun. Bon, il faut créer ça. Quand on arrive de l'extérieur, on est un élément extérieur. Donc, il faut s'intéresser, il faut comprendre dans quel environnement on va arriver. Quand on va en Asie, je me souviens être allée en Asie, être émue par des jolis petits-enfants, etc. Et avoir tendu la main pour caresser la tête d'un petit garçon. En Asie, ça ne se fait pas, culturellement, ça ne se fait pas. Alors, il y a des raisons, je crois que c'est parce que ça coupe l'âme, enfin la tête, c'est par la tête du ciel, etc. Mais si on ne le sait pas, on va commettre une maladresse, en fait. Donc, c'est pareil, quand on arrive dans une entreprise, c'est intéressant de savoir dans quel état elle est, quels sont ses grands projets, si elle a changé de gouvernance récemment ou si elle est en train de le faire. Enfin, donc ça, c'est des éléments très, j'allais dire très... Là, on est presque dans le hard, en fait, enfin, déjà, même si on va récupérer des éléments culturels. Donc la curiosité, au sens large, il y a ça. Après, il y a des compétences relationnelles indéniables. Indéniables. On peut pas arriver... pétri de ses convictions et en pensant qu'on va imposer des schémas parce que ce sont ceux qui nous sont familiers. Donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la relation, au sens, je sais poser les bonnes... Enfin, je pense que la relation, ça commence par l'art du questionnement. Alors en philosophie, on appelle ça la maïotique, mais c'est vraiment ça. Il faut poser beaucoup de questions, et c'est la qualité de tes questions. Alors, je parlais de l'IA tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout geek, mais je m'y mets parce que ça a quand même quelque chose de fascinant. En philosophie, la maïotique, l'art du questionnement, c'est vraiment ce qui pose un philosophe. Mais finalement, ChatGPT, c'est ça aussi. C'est qu'on obtient un bon résultat si on pose les bonnes questions, si on fait le bon prompt. Alors, maintenant, on a des métiers de prompt engineer, carrément, quoi. Voilà. Si on fait le bon prompt, c'est pareil, en fait. En fait, on va installer une qualité relationnelle si on a les bons questionnements. Et tu as les bons questionnements par rapport à l'analyse que tu as fait par rapport à l'analyse, par rapport aussi à ce qui se passe in tutu personae au moment où on rencontre la personne. Il y a du tact humain aussi. Mais voilà, d'où tout ce que tu disais tout à l'heure en me disant tu as fait plein de formations, etc. C'est peut-être aussi ça qui m'a donné une forme de plasticité, qui m'a ouvert un peu les... Alors moi, je suis pas du tout dans les trucs chamaniques, etc. Mais néanmoins, je vais parler d'ouverture de chakras. C'est ce qui m'a ouvert les chakras, vraiment. Moi, c'est une des premières choses qui m'avait assez impressionné, c'était ton écoute active. J'avais l'impression d'être plutôt bon en écoute active. Mais toi, on a vraiment l'impression, quand tu parles avec tes interlocuteurs, en l'occurrence, t'es des clients, mais j'imagine que c'est pareil en entreprise, avec tes amis, que presque tu danses avec eux, tu réagis énormément à ce qu'ils disent, et t'es vraiment... tu suis vraiment leur cheminement et tu colles vraiment à ça. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Mais vraiment, je me suis dit, waouh, c'est... Ouais, tu reprends tous les tics de langage en mimétisme, t'es super forte dessus. Alors je pense, très honnêtement, je pense que ça s'apprend en partie. Ça s'apprend en partie. C'est-à-dire que clairement, un certain nombre de formations que j'ai pu faire m'ont permis de me rendre compte de ça aussi. De me rendre compte que ça marche, que c'est utile, etc. Mais pas seulement. C'est-à-dire que si c'est pas fait avec authenticité, avec naturel, ça marchera pas. Si c'est fake, ça marchera pas. Donc il y a le fait d'apprendre des choses, en tout cas de s'ouvrir à des horizons, aux autres, par exemple, de se rendre compte qu'on a des zones de vulnérabilité, des choses qui peuvent nous agacer, par exemple, assez facilement, etc. Et de se dire, tiens, pourquoi ça me fait ça ? Moi, j'ai des formations qui m'ont été très utiles, c'est celles qui parlent de l'intention, par exemple. Très souvent, les relations se dégradent ou ne s'installent pas, ou s'installent mal, quand on prête à l'autre une intention négative. Donc, par exemple, travailler cette notion d'intention, c'est hyper important. Alors, il y a des choses qui passent par le travail. On apprend des méthodes de qualité relationnelle, de communication interpersonnelle, etc. Mais ça suffit pas. Si on apprend et qu'on se contente d'appliquer ces méthodes, si c'est pas naturel, ça se voit, c'est même à la limite encore pire. Alors là, pour le coup, je parlais de contre-productivité, ce sera contre-productif. Donc il faut le faire, mais en ayant réellement... Je pense qu'il y a quelque chose... J'adore cette chanson de Johnny Hallyday, « Donne-moi l'envie d'avoir envie ». Si t'as pas quand même au fond de toi l'intérêt pour les autres,
et la croyance que quelque chose de bien peut se passer, ça ne marchera pas. Ouais. Donc il faut quand même aussi une bonne dose d'intérêt pour les autres, d'optimisme, d'envie. Ouais. Et voilà, et ça s'apprend moins. Ça s'apprend moins. Alors ça peut venir en lâchant prise sur certains trucs dont on apprend à se débarrasser, mais il faut l'avoir. Mais justement, c'était un sujet qu'on voulait aborder aussi. Tu t'es énormément formé. À chaque fois, tu nous dis non, là, je suis pas dispo, je suis en certification. C'est à peu près une fois par mois. Je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? On va plutôt se baser avec ta casquette de leader RH, parce que effectivement, tu l'as dit par rapport à la curiosité. C'est évident qu'en tant que consultant, si on n'est pas curieux et qu'on n'apprend pas les dernières méthodes, on est beaucoup moins utile, parce qu'on est là pour apporter ça. On est là pour essayer d'apporter. J'allais dire de boucher un trou, c'est pas vraiment ça, mais d'apporter quelque chose dont l'entreprise a besoin et qu'elle ne peut pas avoir à disposition facilement. Donc, en tant que consultant, je comprends qu'il faut se former. Mais si tu mets ta casquette de leader RH, déjà, est-ce que tu te formais autant? Et d'où ça vient? Comment ça peut aider des leaders RH à se former? Et quels sont les types de formations que tu as suivies? Parce que curieux d'avoir les formations les plus marquantes que tu as suivies. Ouais. Alors, je vais presque me contredire. Se former, c'est important. Et tu parlais de certification à l'instant. Se former, c'est important. Les certifications, ce n'est pas le sujet. Les certifications, c'est parce que ça rassure le client, parce qu'il y a des grands groupes qui sont très à cheval, dont les services achats sont très à cheval sur justement ces histoires de certification, etc. Alors que j'ai vu des gens certifiés être des catastrophes. Et puis des gens pas certifiés être très bons. Donc, pour moi, là, il y a un vrai truc à craquer au niveau des entreprises sur ces histoires de certification et de labels. Mais se former, c'est important. Il faut faire attention. Parce que justement, comme on parle de méthode, les gens ont très souvent tendance à embrasser une méthode comme un credo. Donc, par exemple, je vais parler d'inventaire de personnalité comme le MBTI. Le MBTI, qui est très connu dans les entreprises, inventaire de personnalité, qui a été aussi bien utilisé en recrutement, en évaluation, en coaching. Je crois que c'était interdit en recrutement, le MBTI. Peut-être que certaines entreprises... En fait, il y a des cabinets qui font passer, des cabinets de recrutement qui font passer un test de personnalité. C'est pas l'entreprise qui le fait passer, c'est le cabinet. D'accord. Ouais. Mais qui après peut dire, voilà, on a détecté telle qualité ou tel risque ou tel... voilà, bon, donc... bon. Mais je prends l'exemple du MBTI parce que c'est quelque chose de très connu. C'est vieillissant, mais c'est très connu. Bon. Y a des gens, ils se forment au MBTI et puis toute leur vie, ils vont penser, manger, dormir, boire MBTI, quoi. Et ça devient un filtre de perception. Je vais te regarder en te disant, toi, Ulysse, de toute façon, ça se voit bien, t'es bien un ENFP. Hein, je suis ENTP, voilà. Je crois. Voilà, non, mais, tu vois, je t'ai mis du F au lieu du T, mais j'étais pas bien loin. Donc, il faut faire attention. Se former, c'est bien. Se certifier, pourquoi pas. Parfois, c'est un peu un passage obligatoire. Mais ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que moi, je me suis formée à tout crin. C'est que, en fait, je ne voulais pas être dogmatique. Donc, je me suis dit, OK, il y a plein de choses. Alors, je pourrais me former encore avec des milliers de choses. Moi, je passerai ma vie à ça. Mais il y a plein de choses. Donc, je vais essayer de varier, justement, les outils, les méthodes, les points de vue, les théories, les concepts, les mettre à penser, parce qu'il y a aussi derrière des théories, des lectures, des gens qui incarnent des mouvements de pensée, etc. Et justement, de les faire se parler entre eux dans ma tête, quoi. Enfin, de confronter tout ça. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup formée. J'ai eu la chance, notamment quand j'étais dans les cabinets de conseil, d'être dans des environnements qui ont des moyens et qui forment leurs collaborateurs, y compris quand vous n'êtes plus opérationnel, quand vous n'êtes plus consultant, manager, senior manager, et que vous êtes passé, ce qui a été mon cas, à un moment donné, du côté des fonctions support. Et on vous forme quand même aussi. Donc, oui, moi je dis, quand vous êtes dans des entreprises qui vous le permettent, soyez curieux, allez vous former, multipliez les points de vue. Les inventaires de personnalité, j'ai eu l'occasion de faire le MBTI. Pour moi, je me suis dit, je ne peux pas en faire qu'un. Il faut que j'aille en voir d'autres
Donc, je me suis certifiée au DISC, je me suis certifiée à ProcessCom, Process Communication Management. Voilà, j'en ai fait plusieurs, en fait. J'en ai plusieurs dans ma poche pour pouvoir... voilà, je me suis certifiée au PAPI, je me suis certifiée à l'EIP3, qui est un inventaire de personnalité qui cible l'intelligence émotionnelle. J'en ai un autre qui est sur la perception... qui en fait permet de voir votre capacité à être inclusif avec les sujets aujourd'hui autour de la diversité, l'inclusion, l'égalité. C'est intéressant d'aller voir quelques comportements qui sont ceux qui vont permettre d'être plus facilement dans l'inclusivité, par exemple, etc. Et en fait, c'est l'amalgame de tout ça qui fait que je travaille cette souplesse. Je travaille ma souplesse au quotidien. Ça, plus après, des méthodes qui sont plus des méthodes d'accompagnement du changement, de la transformation, ce qu'on fait ensemble. Alors, il y a des grandes méthodes très connues, internationales, comme le HADCAR de ProSci, par exemple, qui est très axé sur le volet humain de la transformation. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse quand même plus que le volet, j'allais dire, organisationnel. Il y a d'autres méthodes. Le design thinking, par exemple, qui était plutôt prototypé pour faire du design de produits ou de services, est tout à fait applicable, par exemple, quand on est un leader RH, à la transfo d'un service RH. Justement, si tu devais, encore une fois, on parle au leader RH ou au futur leader RH, les gens qui se projettent pour être futur RH, donc c'est important. Donc pour, on va dire, 2025, peut-être que les gens nous écouteront en 2035, j'espère. Pour 2025, admettons, s'il y en avait 3, pas forcément celles qui te passionnent le plus, mais celles qui, tu penses, sont des bons outils à mettre dans une boîte à outils de leader RH, admettons de DRH pour faire simple, pour gérer les enjeux actuels des entreprises. Alors, c'est très difficile parce que forcément, il existe des milliers de formations qui sont toutes intéressantes et moi, il y en a encore plein que je voudrais faire. Mais je pense que je vais plutôt être sur des thèmes, justement. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie aujourd'hui de quelque chose autour du neurocognitif, en tout cas du cerveau et de tout ce qu'on apprend aujourd'hui. Du fonctionnement de notre cerveau, parce qu'aujourd'hui on arrive à se rendre compte qu'on pensait que quand on avait des résistances, par exemple des freins, etc., ça c'est dans la tête que ça se passe, et donc on le traitait intellectuellement. En fait, on s'aperçoit qu'on peut obtenir de la souplesse neuronale, synaptique, on parle des liaisons entre nos neurones qui font qu'il y a des trucs qui se connectent ou qui ne se connectent pas ou qui refusent de se connecter, en fait, en travaillant par le corps. C'est-à-dire que la souplesse du corps va influer sur la souplesse de l'esprit. Alors, comment c'est applicable dans un contexte alors évidemment, tout ce qui est autour, par exemple, des méthodes de recentrage, de décentrage, toutes les méthodes de relaxation, ne serait-ce que la respiration. Regardez, quand moi j'accompagne des leaders qui font de la prise de parole en public, la première chose sur laquelle on doit travailler, c'est la respiration. C'est un des éléments fondamentaux d'une prise de parole réussie. Donc, on peut le percevoir déjà intuitivement, qu'on peut travailler son cerveau par d'autres voies que l'intellect. Voilà. Parce que sinon, on fait quelque part toujours plus de la même chose. Je vais faire un petit aparté, parce que j'ai vu tout à l'heure que le cœur de Fabienne était à 58. Pendant qu'elle parlait, je fais ah ouais, c'est... Voilà, il est à 58 quand je parle, il descend à 44 au repos. Ouais. Mais ça, c'est le sport, ça. Ouais. C'est le sport et la respiration. Impressionnant. Ouais. Et donc ça, c'est une première chose, c'est de s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau et du lien entre... Alors, dans l'ancien cabinet où j'ai travaillé à une époque, maintenant c'est galvaudé, tout le monde a repris ce truc-là, on parle d'aligner tête, cœur, corps. Voilà. Toutes les formations, toutes les méthodes, mais ça peut aussi être, par exemple, il y a des gens qui vont le faire avec du yoga, par exemple. Moi, je ne suis pas fan, ça m'amuse de temps en temps, mais je ne suis pas une adepte. Mais il y a des gens pour qui ça pourra suffire. Mais l'idée, c'est il faut aligner l'intellect, ce qu'on pense. Et ce qu'on pense, c'est aussi ce qu'on est capable de se dire à soi-même. Et ces petites pensées parasites qu'on a tout le temps, alors tantôt c'est un petit diable, tantôt c'est un angelot, mais on peut avoir les deux. Mais voilà, c'est l'intellect, donc la tête. Le cœur,
c'est l'envie, c'est ce qu'on ressent, c'est aussi ce qui nous porte. Et puis après, il y a le corps, ce sont alors les émotions, mais c'est aussi tout simplement physiquement. Et un leader RH, ou même un membre de COMEX ou de CODIR, même s'il n'est pas RH, moi je sais que quand j'accompagne des gens individuellement, puisque je fais aussi de l'accompagnement individuel, la première chose à laquelle je m'intéresse, je leur demande ce qu'ils font pour eux. Parce que ce sont des fonctions qui ont un tel niveau d'exigence qu'en fait, il faut être en forme. Et la première chose, si on veut être utile aux autres, c'est d'abord d'être en forme. C'est comme dans les avions, quand on dit en cas de dépressurisation, mettez d'abord votre masque, même si ça vous paraît contre-intuitif si vous avez votre petit garçon, votre petite fille à côté de vous, mais il faut que vous ayez votre masque pour pouvoir être sûr de lui donner, d'être en état de lui donner. Si, parce que vous voulez lui donner d'abord, trop tard, vous êtes gagné par la dépressurisation, par le gaz, en fait, vous aurez 2 blessés ou 2 morts ou 2 personnes. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites pour vous, pour être sûr d'être dans le bon état, pour assumer vos fonctions au mieux? Qu'est-ce qui te fait dire que la personne est dans le bon état ou en forme? Ça, c'est pas moi qui le décide. C'est avec la personne. Moi, la personne me décrit son quotidien, elle me décrit les exigences de son quotidien, son temps de travail, son temps de trajet, si elle se déplace, si elle aime ça ou si elle n'aime pas ça, parce qu'il y a aussi ça. Il y a des gens, se déplacer, avoir des jet lag, en fait, ils adorent ça parce qu'ils adorent prendre l'avion. Et qu'en fait, pour eux, c'est un tour de manège et qu'en fait, ça leur fait plaisir. Il y a des gens, même prendre un train 2 heures pour aller en TGV à Lyon, ça les emmerde. Ils n'aiment pas se déplacer. En fait, c'est pas la même fatigue. Parce que la fatigue, elle n'est pas que physique. La charge mentale, les parents connaissent bien ça, les questions de charge mentale. La charge mentale, elle n'est pas liée qu'à la réalité de ce que tu dépenses en calories. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir un certain équilibre. Le mien n'est pas le tien, n'est pas celui du DAF ou du DRH à côté de moi. Voilà. Donc, c'est de travailler avec la personne sur ses besoins. Alors, le truc, le nanar, la tarte à la crème des séminaires de communication ou des formations à la communication, la pyramide de Maslow, dont tout le monde dit maintenant, ouais, c'est un vieux nanar, puis de toute façon, c'est même pas vrai, puis il y a des choses qui disent le contraire aujourd'hui, etc. N'empêche que le bas de la pyramide de Maslow, donc vous connaissez le principe de la pyramide de Maslow, c'est qu'on ne peut pas passer à la marche suivante tant qu'on n'a pas accompli, assouvi. Peut-être préciser les différentes échelles. La première marche. Et la première marche, c'est les besoins physiologiques. C'est les besoins physiologiques. Donc, c'est les besoins physiologiques au sens... oui, bien entendu, il faut que j'aie à boire, que je puisse manger, etc. Mais c'est ça. La deuxième marche, c'est la sécurité. Et là, c'est intéressant, parce que la deuxième marche, on voit que ça veut dire qu'à partir du moment où il y a de la peur, on ne peut absolument pas passer dans les échelons suivants, qui sont ceux qui nous intéressent en RH, parce que c'est ceux où on va avoir le sentiment d'appartenance, l'estime de soi, et puis l'accomplissement. Donc, en fait, des fois, on oublie de s'intéresser à des choses simples. Et là, quand on parle maintenant, si on voit l'essor de la question, alors des risques psychosociaux, quand on parle négativement, de la qualité de vie au travail, quand on parle positivement, selon qu'on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, en fait, on revient au basique. Oui. On revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, ils sont toujours par essence fondamentaux. Donc, et nos directeurs, nos dirigeants, qu'ils soient RH ou non, mais ton futur leader RH encore plus, parce qu'en plus, il incarne justement ce volet people, ce volet humain dans l'entreprise, la première chose à faire, ne serait-ce que par exemplarité d'ailleurs, c'est de prendre soin de soi pour être dans l'état qui permet d'assumer l'ampleur de la tâche. Et je fais juste une petite aparté parce que c'est extrêmement important pour 2 raisons et je suis content que tu parles de ça. Même si par mes biais à moi, je m'attendais à que tu me sortes une formation sur le changement, etc. Mais ça, c'est mes biais. C'est mes biais à moi, mais que tu parles du cerveau et de à quel point on se sent bien. C'est pour ça qu'on fait aussi ce podcast, parce que nous, on est extrêmement nourris en tant qu'entrepreneurs par plein de podcasts qui nous permettent vraiment de dire les galères de l'entrepreneur, se sentir bien, on fait beaucoup de sport. Moi, ça m'a vraiment permis de me transformer. Nicolas, tu avais déjà fait ce travail de développement personnel qui est très imprégné dans les environnements d'entrepreneurs. Et je me suis toujours dit, mais en fait, pour être leader RH, tu peux être aussi te considérer comme un entrepreneur qui va chercher la performance, c'est ce que tu as cité au début.
et du coup de se sentir bien, d'aller un peu plus loin dans ces sujets-là, d'accepter les galères, d'essayer de se développer personnellement sur son empathie, etc. Je trouve que c'est extrêmement important et pour autant, moi, personnellement, je ne l'ai jamais spécialement entendu dans ce genre de discussion. Et c'est aussi pour ça qu'on l'imbrique. Et le deuxième point que je voulais partager, c'est que c'est la deuxième raison pour laquelle on a bien fait de t'inviter, Fabienne, c'est que tu vois, quand tu parles de la pyramide de Maslow, c'est d'avoir une vision très stratégique en fait des RH et pas de se dire ok, j'ai un problème, j'ai un feu là devant moi, il faut que je l'éteigne, mais c'est plutôt de se dire ok, d'un point de vue systémique ou même pour définir ma politique RH ou pour accueillir une transformation culturelle, quels sont les outils que je vais pouvoir utiliser. Ça peut être la pyramide de Maslow, on peut l'utiliser en tant qu'outil ou en tant que principe un peu instinctif, mais c'est extrêmement important et c'est vraiment l'objectif de ce podcast, c'est de se dire qu'est-ce qui va permettre au leader RH d'être vraiment, j'allais dire omniscient, c'est pas le sujet, mais d'être capable de gérer toutes les situations et de les accompagner, et pas juste de se la prendre en pleine poire et se dire allez, je me réveille et j'essaye de gérer ça, parce que nous on le voit, il y a beaucoup même dans l'entreprise, mais dans les populations RH, pas que leaders, qui en fait peuvent être un peu sous l'eau et gèrent les feux, alors qu'en réalité, de prendre un pas de recul et de se dire ok, il y a une situation, comment est-ce que je la gère, comment est-ce que je l'appréhende, c'est certainement déjà 50% du boulot, quoi. Donc, c'est ça, mais tu as raison, c'est 50%. Genre, je ne vais pas cracher dans la soupe parce que c'est nécessaire, mais certainement pas suffisant. C'est-à-dire que quand même, il faut de la méthode, des outils. Voilà, je veux pas cracher dans la soupe parce qu'en tant que consultant, c'est aussi ce qu'on propose quand même. C'est-à-dire que quand on arrive quand même avec un arsenal, on arrive avec une boîte à outils. Et puis, notre intelligence de consultant vis-à-vis de notre client, c'est de combiner les méthodes et les outils d'une façon originale et inédite pour ce client-là, dans ce contexte-là, et de façon à ce que ça serve son sujet, son propos. Donc, je crache pas dans la soupe sur la partie méthode, outils, c'est hyper important. Et il faut aussi aller acquérir ça. Je veux dire, c'est important d'aller faire une formation, j'allais dire presque technique, qui soit presque une formation de gestion de projet. Voilà, donc d'être capable effectivement de planifier, donc ça peut être du Gantt, ça peut être, enfin ça commence à dater aussi un peu ça, mais voilà, genre, il faut aussi aller chercher des ressources qui sont des outils, des moyens, des matrices. On utilise beaucoup de matrices, nous en tant que consultants. D'avoir aussi quelques, tu vois, par exemple, la marguerite sociologique, par exemple, pour l'accompagnement du changement. Enfin, tous ces outils-là, il faut aller les acquérir. Et ça, effectivement, il y a plein d'endroits aujourd'hui qui te proposent pléthore de formations. Je ne vais pas en recommander un plutôt qu'un autre, mais des formations de conduite du changement où tu vas simplement acquérir de la méthode et des outils, c'est-à-dire des ressources pour enrichir ta boîte à outils. Bien sûr, il faut le faire aussi, et c'est l'autre 50%. Pour moi, il ne faut pas... quand je dis il faut travailler sur sa dynamique, etc., c'est très important. Ça ne sert à rien si derrière, c'est creux et que tu n'as pas de densité. Il faut quand même que tu sois équipé. Voilà. Et imaginons que je sois DRH et je te dise, ben ouais, mais en fait, j'ai pas le temps, je suis sous l'eau, j'ai pas le temps de me former. Tu répondrais quoi ? Je répondrais qu'il va s'étioler gentiment et qu'il y a un moment où, en fait, il sera plus efficace. Et qu'il l'est déjà peut-être plus, d'ailleurs. Parce que s'il te dit « j'ai plus le temps », c'est que... Alors oui, on a tous des agendas survoltés quand on est membre d'un CODIR, d'un COMEX. Mais évidemment, surtout le RH qui est quand même au carrefour de beaucoup de sujets. Mais le RH qui te dit ça, en fait, il est perdu pour la cause parce qu'on parlait de l'environnement qui bouge tout à l'heure, du décor qui bouge. Oui. Tu ne pourras pas faire toujours plus de la même chose dans un environnement qui bouge. Donc il va bien falloir que tu ailles te former, ne serait-ce qu'à certains outils ou à certains courants de pensée. Enfin, c'est inéluctable, en fait. Oui. Bon, sauf si tu as 2 ans de la retraite et que tu te dis je m'en lave les mains, tu t'endosses le rôle de Ponce Pilate et tu te dis après tout, dans 2 ans, je suis parti, je m'en lave les mains. Mais bon, c'est pas le sujet, là. C'est puisqu'on parle aussi de futurs leaders RH qui arrivent, au contraire, avec plein d'envie, plein d'aspirations. Donc, sur le côté physique, dynamique, etc., j'aurais tendance à dire c'est important parce que si tu es fatigué, tu es fatigant. Voilà. Sur la partie, j'allais dire,
presque plus technique, enfin voilà, d'avoir des vraies compétences, des outils, des méthodes, etc. C'est important aussi parce que pour convaincre, tu vas en avoir besoin. Et si tu n'es pas compétent, tu ne seras pas convaincant. Donc, c'est une question de se former pour avoir aussi une posture plus concrète auprès d'un codir, plus solide aussi. Ok. Il y a une autre corde à ton arc que tu as, qui est la posture de coach. Parce que tu es coach professionnel, je crois. Et c'est quelque chose que j'ai tout de suite vu en toi, Fabienne. Qu'est-ce que ça t'a permis et parce que je sais que c'est très tendance aussi en ce moment, on voit beaucoup de coachs qui fleurissent un peu partout. Des coachs de coach. Mais je vais mettre. Alors en plus, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce qu'en plus, je vais jeter un pavé dans la mare. On parlait des certifications tout à l'heure. Moi, j'ai 58 ans. J'ai fait une première formation très structurante à la programmation neurolinguistique dans les années 90. Ah oui, je suis née en 66, donc dans les années 90. Et à l'époque, donc, il y avait des niveaux, technicien, praticien, master. Et dans la partie master, il y avait une sorte d'option qui était coach en PNL. Donc j'avais passé ça à l'époque, mais il n'y avait pas, l'International Coaching Federation, là, il n'y avait pas ICF, il n'y avait pas encore la SF Coach. Tout ça, c'était pas, voilà, il n'y avait pas de label coach, c'était pas un métier encore en tant que tel. Moi, j'avais fait ça et puis j'ai surfé là-dessus. J'ai continué à me former, le MBTI, le DISC, ceci, cela, etc. Bon. Et puis, naturellement, dans mon métier de consultant, j'ai accompagné des collectifs. Et puis, quand tu accompagnes des CODIR ou des COMEX, il y a un moment donné où le CEO te dit, en fait, j'arrive pas à interagir avec telle personne, ou etc. Donc, moi, j'ai besoin de travailler. Ou au contraire, tiens, un tel... ça coince avec le reste du COMEX, il y a quelque chose. Donc ça peut être soit suite à une évaluation qui montre que la personne a besoin de travailler sur quelque chose, ça peut être dans le cadre d'une intégration de poste, ça peut être etc. Mais en tout cas, du coup, j'ai été sollicitée. On m'a dit, tiens, Fabienne, ça serait intéressant puisque tu nous connais bien, tu connais le collectif, du coup tu connais déjà machin ou machine, etc. Ça serait intéressant que tu puisses l'accompagner individuellement. Et donc moi, je me suis mise à le faire. Je me suis mise à le faire tout en ayant continué à me former, à la facilitation, voilà. Mais j'ai jamais fait de certification au coaching au sens où on la demande aujourd'hui. Et puis moi, j'ai vécu toute ma carrière comme ça, avec des gens qui m'ont fait confiance. J'applique les méthodes scrupuleusement du coaching, donc les méthodes, la méthode maïeutique, je ne me mets pas à la place de l'autre, etc. Enfin, j'applique tout ça parce que en plus, je l'ai appris. Mais à l'époque, on ne faisait pas de certification. Et en fait, comme je n'ai pas eu besoin de me certifier, puisque j'ai aussi été responsable du coaching interne chez EY, etc., je n'ai pas eu besoin, en fait, moi, de me certifier. Et quand je me suis retrouvée à mon compte et que je me suis retrouvée face à des clients qui étaient susceptibles de me demander, là, on parle des dernières années, une certification, en fait, je me suis rendu compte que les clients ne me le demandaient pas. Ok. Parce qu'ils m'ont vu agir déjà avec le collectif. Alors, ce que vous décrivez de moi, que vous avez perçu, qui me fait très plaisir, peut-être que voilà, justement, ils ont perçu ça. Et donc, ça leur allait, ils me faisaient confiance pour être le coach d'une ou de plusieurs personnes. Voilà. D'ailleurs, du coup, je ne parle plus de coaching, pour être honnête. Moi, je parle d'accompagnement individuel en ce qui me concerne. Et ça m'est arrivé une fois pour un grand groupe cosmétique que je ne citerai pas, où les achats ont bloqué en disant non, il faut que vous ayez une certification ICF ou SF Coach. Et je leur ai dit, écoutez, on ne travaillera pas ensemble. Et je vais être honnête avec vous, je vais vous dire pourquoi. J'ai vu des gens certifiés ICF ou SF Coach qui étaient des catastrophes ambulantes, à qui j'aurais même pas confié mon chien en coaching. Voilà. Et par ailleurs, il y a des gens comme moi qui pratiquent depuis 30 ans, qui se sont formés à plein de méthodes. Moi, je vois l'approche néocognitive m'aide beaucoup, par exemple, en coaching, en accompagnement individuel, etc. Et qui, a priori, sont plébiscités par leurs clients qui trouvent qu'on fait bien le boulot. Donc, voilà, je travaille. Tant pis, je suis au regret, mais on ne travaillera pas ensemble. Du coup, quel est ton regard par rapport à ce que je sais que c'est assez tendance en ce moment? Ça a vraiment poussé sur les 5 dernières années, 8-5 dernières années, autour des leaders RH qui se posent la question de se faire certifier. En disant, tiens, ça pourrait ajouter une corde intéressante parce qu'effectivement, comme un coach qui nous a accompagnés avec Ulysse nous avait dit, quand on pose une question con, on a une réponse con. Ouais, mais j'aurais 25 ou 30 ans aujourd'hui, probablement que je le ferais, en fait. Mais en fait, moi, j'étais une période où c'était pas dans l'air du temps d'avoir une certification. J'ai appris tout au long de ma vie
Donc j'estime que c'est comment on appelle ça, la validation des acquis de l'expérience. J'estime que j'ai fait une VAE permanente. Voilà. Donc moi, je n'éprouve pas le besoin de le faire. Mais quelqu'un de plus jeune aujourd'hui, je lui dirais de le faire juste pour avoir peut-être la caution. Voilà, même si en réalité, je suis persuadée qu'il y a des gens, et j'ai vu des gens certifiés qui n'étaient pas bons. Après, mais ça donnera quand même. Tu fais la formation, quoi. Mais voilà, il y a la formation quand même, il y aura tous les éléments, il y a quand même de la supervision. C'est important d'être supervisé, parce que sinon, on se croit bon dans ses pratiques. En théorie, tu l'es, oui. Voilà, donc c'est important d'être supervisé. On est confronté aussi au regard des autres apprenants. Voilà, on fait du chemin ensemble, donc c'est important. Donc moi, je dirais pourquoi pas, bien sûr, de se faire certifier. Mais en tout cas, ça suffira pas non plus. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Ouais. C'est-à-dire qu'à côté, je pense qu'il faut quand même rester curieux, ouvert et multiplier les outils, les méthodes et les points de vue en dehors de la certification coach pure. Ah, carrément. Et quand tu parlais de leader RH, il y a quelque chose qui me revient aussi, moi. Parce que tu disais, on va parler de gens qui vont être des leaders RH dans l'entreprise, donc pas forcément des entrepreneurs, pour le coup. Et comme moi, maintenant, je vis une expérience d'entrepreneuriat, alors que j'étais moi-même persuadée de ne pas être faite pour ça, j'ai envie de dire qu'il y a autre chose qui est intéressant pour les leaders RH, c'est le principe de l'effectuation. Vous avez déjà dû entendre parler de l'effectuation, qui est un concept qui a été... qui a émergé suite à une thèse de doctorat aux États-Unis et qui a été repris dans un bouquin en France, les travaux de Silberzahn. C'est son nom de famille, je ne sais plus quel est son prénom, je me demande si ce n'est pas Daniel Silberzahn. Le bouquin s'appelle Effectuation, donc on ne peut pas se tromper. L'effectuation, ça consiste... En fait, ils ont étudié les comportements. Alors, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, c'est peut-être 200 entrepreneurs. Et ils ont regardé quelles étaient les constantes, les choses communes qui ont fait qu'ils ont réussi. C'était quoi les postures, les comportements, etc., qui faisaient qu'ils étaient entrepreneurs. Pourquoi j'en parle ? Parce que je pense que le leader RH de demain, c'est un intrapreneur. C'est quelqu'un qui, dans l'entreprise, parce qu'il va être celui qui va devoir éveiller les consciences face à la complexité, face aux incertitudes, etc. Je pense qu'il va devoir, lui, être exemplaire à ce niveau-là. Et dans les principes de l'effectuation, que je suis incapable de vous nommer tous, il y en a 6, etc. Mais il y en a au moins 2 que j'ai en mémoire et qui me semblent très importants. Il y a un principe qui est « fais avec ce que tu as ». Alors que très souvent, on cherche à avoir d'abord acquis un certain nombre de choses pour se lancer dans un projet, pour prendre un risque, pour oser, etc. Et il y a un autre principe qui est de raisonner en perte acceptable. Alors que nous, on cherche toujours à raisonner dans ce qu'on veut par rapport à ce qu'on veut obtenir. Si tu l'illustres, c'est quel risque je suis prêt à prendre, jusqu'où je suis prêt à perdre quelque chose pour garantir un résultat qui est plus grand ou plus important. C'est un réflexe vraiment d'entrepreneur, ça. Non, on l'a bien vécu aussi. Ouais. Il y a un autre principe dans l'effectuation dont je me souviens parmi les 6, qui est le patchwork fou. Ils appellent ça le patchwork fou. C'est c'est un peu le principe de l'intelligence collective. C'est de multiplier les rencontres, les points de vue, les échanges, etc. pour te challenger, en fait, pour challenger tes convictions. Il y en a un qu'ils appellent la limonade aussi. C'est de dire, t'as du citron, t'as de l'eau, t'as du sucre, t'inventes la limonade en fait. Voilà. Tu fais avec ce que t'as. Voilà. Alors c'est un autre des principes, ça va plus loin parce que c'est un peu le principe de créativité en fait. Au-delà de simplement dire, je fais avec ce que j'ai. Alors faire avec ce que j'ai, il y a toute la théorie de comment ça s'appelle. Je retrouve pas le terme. Il y a le spécialiste indien de la frugalité, de l'innovation frugale. C'est un peu ça. Le principe fait avec ce que tu as, c'est plus celui de l'innovation frugale. Le principe, il y a de la limonade, il y a du sucre, il y a de l'eau. Il y a du citron, du sucre, de l'eau. J'invente la limonade. Ça, c'est plus la créativité. Bon, puis je me rappelle plus les 2 autres principes. Mais en tout cas, ces 6 principes de l'effectuation, je trouve qu'ils sont très applicable au leader RH de demain. Okay. Et qu'en fait, c'est peut-être une des pistes
une des pistes à aller explorer, creuser, à aller creuser. Pour respecter ton temps, parce que ça tourne. Ouais, il te reste 5 minutes avant que tu décolles. Des rapides questions Oui. pour toi, Fabienne. Quand tu arrives sur une nouvelle mission de conseil pour un nouveau client, quels sont tes premiers réflexes ? Ce que je disais tout à l'heure. Alors, tu veux dire quand la mission est déjà signée et qu'on y va ça démarre, ça part premier jour. D'accord, premier jour. Mon premier réflexe, c'est presque un... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le art of hosting, qui est un réflexe plus lié à la facilitation, mais ce que j'aime, c'est qu'en anglais, on dit art of hosting, c'est-à-dire qu'on parle d'hospitalité. Et mon premier réflexe, c'est ça. C'est avant même de rentrer dans le sujet, dans la méthode, dans les contenus, dans les groupes, peu importe, c'est de m'assurer que toutes les conditions sont réunies. Ok. Donc, même simplement, je vais animer un groupe. Moi, je vais m'intéresser au fait qu'il y ait bien de l'eau sur les tables. Voilà, enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui est autour du respect que tu dois aux personnes avec qui tu vas travailler, qui est de s'assurer que les conditions sont réunies. Et les conditions, ça commence, ça commence aussi par des choses simples. Petite anecdote quand même, on avait fait un séminaire du coup avec Fabienne, et Fabienne était hyper en lien avec les gens qui s'occupent, les traiteurs, ou c'était les cantiniers, je sais pas. Et vraiment, tout était ultra préparé. On était en train de faire le séminaire. En même temps, ils disaient, c'est bon. Enfin, je leur ai demandé de faire ça une demi-heure plus tard parce qu'on avait évidemment dépassé le timing comme d'habitude. Bref, des trucs comme ça. Donc, j'ai pu le voir. Mais c'est hyper important parce qu'ils te le rendent bien aussi. C'est-à-dire que quand tu leur fais sentir qu'ils font partie du truc, en fait, que ce soit la régie, que ce soit les gens qui servent les pauses, etc. Enfin, même la femme de ménage, etc. En fait, si à un moment donné, tu as besoin d'eux, ils se sentent partie de l'équipe et ils vont faire quelque chose qui va te permettre de démerder ton problème, en fait. Et puis, ça fait partie de l'écosystème, en fait. En fait, on est toujours dans cette idée de systémique. Donc, ma première chose, c'est ça, c'est m'assurer que les conditions sont réunies, qu'elles soient intellectuelles, physiques, voilà. Tu crées une expérience, en fait. Exactement, c'est la première chose. Et la deuxième, ça sera justement le côté expérience. C'est de veiller à ce que les gens soient toujours dans un mode d'exploration, de découverte, d'expérimentation. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu ne dis pas et qui aurait besoin d'être dit à un jeune leader RH ou un futur leader RH qui voudrait prendre son envol ? Putain, tu vas en chier. Non, mais c'est vrai, je le dis trivialement exprès, je faisais de la provoque. Mais oui, je vais pas lui dire tout de suite que ça va être dur. Mais ça va être dur. Ça va être comme dur. l'entrepreneuriat, en vrai, il faut mieux pas savoir ce qui t'attend, parce que sinon, jamais je pense que tu t'en lancerais dans l'aventure. Voilà, donc, alors je lui dirais au fur et à mesure, et d'ailleurs, il m'arrive même de mettre des gens en situation de devoir justement assumer un moment difficile ou un moment de danger, tout en veillant à ce que ça tourne pas mal. Voilà. Mais je vais pas lui dire tout de suite, tu sais, ça va être un long chemin, enfin, semé d'embûches. La vie est pas un long fleuve tranquille dans le domaine des RH, quoi. Et surtout, ce dont je vais pas lui parler tout de suite, c'est de tout ce qui va devoir faire taire en lui ou de tout ce qu'elle devra faire taire en elle. Parce que quand on est jeune, on arrive avec des envies, des convictions, des valeurs, etc. Et il y a forcément un moment où ça résistera pas au principe de réalité et à ce qu'est la vie de l'entreprise, avec quand même, il faut bien l'admettre, un certain nombre de compromis. Je dis bien compromis, je dis pas compromission. C'est là qu'il faut trouver le bon équilibre, parce que un des arts les plus difficiles, je pense, pour le leader RH, c'est d'avoir un vrai sens du service sans devenir servile. Voilà. Et ça, pour moi, ça résume à la fois toute la grandeur et toute la difficulté de ce métier qui est en permanence sur le fil du rasoir. Et on voit beaucoup de DRH ces dernières années qui ont remis, ça a touché trop leurs valeurs, leur système interne, et qui explose en vol, et qui du coup... Moi, à l'inverse, j'aurais dit au futur leader RH de dire surtout tout est possible, tu vois. Genre pas forcément tu vas devoir manger ton chapeau ou tu vas devoir préparer à ce que tout soit possible. Moi, j'ai envie de lui dire tu sors d'école, si ça te dit, évidemment, rêve-toi DRH, mais toi, j'ai même envie de leur dire, si ça te dit, rêve-toi le meilleur DRH du monde, tu vois. Enfin, après, moi, c'est un peu ma personnalité, ou de France,
Mais je me dis, on peut, et on a envie d'en interviewer, on en a interviewé un, Yalcin, on n'a pas parlé de sa vision, comment il s'est lancé, mais je suis persuadé qu'il a le côté, j'ai pas envie d'être juste DRH, j'ai envie d'être le Michael Jordan des DRH. Alors, je parle pour toi, Yalcin, je sais pas si c'est à ce point-là non plus, mais tu vois, j'ai envie que c'est très important que les RH puissent se dire, c'est pas juste on va voir, c'est non, d'avoir de l'ambition, c'est comme ça que tu deviens un Usain Bolt, c'est comme ça que tu deviens un Michael Jordan, ou un peu moins, ou c'est comme ça que tu gagnes une Coupe de France ou une Coupe de région ou quoi. Je trouve que c'est important au moins d'ouvrir la porte et de dire laissez-vous rêver là-dessus, et en fait on peut faire des choses extraordinaires. L'ancien DRH de Google a fait des choses incroyables, on en parlera sur un autre podcast, mais c'est possible en fait. Et souvent on se dit je suis pas, oui mais on n'est pas Google donc on peut pas faire ça. Oui mais en fait c'est parce qu'il y avait ces personnes-là que ça a été possible, et ces personnes-là elles se sont rêvées à un moment. Ils ont commencé une page blanche. Ouais, c'est ça. Alors d'où mon préambule sur l'effectuation, parce que je trouve qu'on retrouve pas mal de ces postures-là dans l'effectuation. Après, il faut faire attention de pas tomber, parce que quand on a des jeunes qui sortent notamment de formations brillantes, réputées, etc., la notion de dire je veux devenir le meilleur DRH du monde ou le Usain Bolt de la DRH, il y a un côté égotique un peu. Oui. Il y a un côté monomaniaque là qui voilà. Il faut pas oublier que quand tu es DRH, ou en tout cas leader RH, ou même directeur transfo, enfin tous ces sujets-là, je disais tout à l'heure, c'est un métier de service. C'est avant tout un métier de service. Mais... Donc il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre, je dis pas de l'effacement, mais tu sers la cause qui est celle de l'entreprise. D'où l'intérêt d'être en accord quand même, au moins avec le produit. Clairement, si tu es objecteur de conscience, il ne faut pas aller travailler dans une boîte d'armement, quoi. Donc, il y a quand même ça. Et c'est important de se dire que, justement, le numéro 1, ce n'est pas toi. Le numéro 1, ça restera toujours le CEO ou le président. Ouais, mais tu vois... alors, on digresse par rapport à la trame, mais pour moi, tous les métiers sont des métiers de service. Tu vois, même un métier de CEO, c'est pas pour ça que t'es pas au service de ton entreprise, de tes collaborateurs, de tes clients. Et justement, j'ai envie d'amener... après, c'est très personnel, mais je pense qu'on pourra faire un autre podcast là-dessus, de se dire, mais en fait, le DRH, il est au même niveau, et en fait, il peut apporter un impact extrêmement business. Encore une fois, on pourra parler des exemples... Il doit même. Comment ? Il doit, en tout cas, c'est pas une obligation, pas être les ayatollahs de si vous êtes RH, il faut avoir un impact business, vous le gérez comme vous voulez. Mais si vous pensez que vous pouvez l'avoir, en fait, si vous ouvrez cette porte, croyez-nous que l'aventure elle est super belle, vous allez pouvoir vraiment vous faire plaisir. Et quand je disais, évidemment, il y a un côté égotique, mais pourquoi pas, tu vois. En fait, un Usain Bolt, ou encore une fois un Michael Jackson, Michael Jordan, les deux, en fait, ce qui leur a permis de nous apporter beaucoup d'émotions, d'amener leur sport plus loin, etc., il y avait une part de ça, c'était leur ego. Fine, en fait, c'est très bien, pourquoi pas, tu vois. En tout cas, c'est pas une tare. Je trouve que c'est pas du tout. Je suis entièrement d'accord sur l'ambition. Ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il faut avoir une belle ambition, une forte et une belle ambition pour le volet humain de l'entreprise, et pour les gens, pour les hommes et les femmes de l'entreprise. Voilà, et je pense que tu as raison en termes de belle et forte ambition. En revanche, attention, ça reste quand même un bémol dans la vie de l'entreprise. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On a quand même souvent des CEO ou des présidents qui ont des fortes personnalités. Et il faut quand même penser qu'il y a le principe de réalité qui te rappellera de temps en temps. Voilà. Je ne veux pas raconter d'histoire à un jeune leader RH sur le fait que ça va être qu'une partie, tu vois, que ça va être qu'exaltant et que ça va être une belle compétition permanente dans de bonnes conditions. C'est pas les JO avec l'esprit magnifique des JO, etc. Il y a quand même l'idée qu'on est aussi confronté. Et en plus, plus tu t'élèves dans la hiérarchie, dans l'entreprise, plus tu as affaire à des personnalités complexes. Oui. Et quand je dis complexe, je peux être parfois un peu poli même. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, exactement. Okay. Donc ça aussi, c'est important. Très bon toucher de balle toujours. Alors un toucher de balle exceptionnel. Les liftés comme ça.
On n'en a pas vu Nadal, beaucoup. Nadal, il n'est pas bien là. Pour continuer, Fabienne, quel conseil que tu donnes le plus au quotidien? Le conseil que je donne le plus au quotidien, assez paradoxalement, je dirais que c'est se faire plaisir. Okay. C'est-à-dire que si tu fais pas les choses en ayant un peu d'envie, un peu de satisfaction, il y a de toute façon un moment où voilà, ça fonctionnera pas, quoi. Donc il faut trouver le moyen dans ce que tu as à faire d'introduire cette notion-là, d'introduire du plaisir pour toi et pour les autres. Et quel serait le prochain sujet le sujet de ta prochaine formation? Alors, je fais pas beaucoup de formation, là. Je fais beaucoup d'accompagnement. Ah, tu veux dire ma formation à moi? Ah oui, beaucoup. Pardon, ma formation ça à va moi. être quoi la prochaine formation que tu vas suivre? Écoute, l'agence sort tout juste. En plus, j'ai dû faire un mémoire, une soutenance, machin. Donc là, j'ai besoin de respirer un peu. Là, je me demande si je retournerais pas sur quelque chose de plus technique. Surtout que moi, je suis techno-obsolète. Je fais partie d'une génération, on n'avait pas d'informatique à l'école, etc. Je suis pas fan, je suis pas fan de la technologie. Et en même temps, j'ai commencé à m'amuser un peu avec ChatGPT. Et je me demande si je ferais pas quelque chose autour de ça. Alors quoi, je sais pas. Je vais peut-être pas faire une formation de prompt engineer, mais en tout cas quelque chose autour de ça. Okay. Sur comment l'utiliser de façon productive, parce que je crains beaucoup ça en même temps, moi, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui m'inquiète en même temps, d'être submergé un jour par ça. Voilà. Donc voilà, peut-être de justement aller apprivoiser ça, ou me faire apprivoiser par ça. À la fois pour être pertinente pour mes clients, parce que c'est un vrai sujet chez les clients aujourd'hui. J'ai écrit un article d'ailleurs sur le sujet, et je m'aperçois qu'il faut que j'aille plus loin. Donc oui, certainement quelque chose autour de l'intelligence artificielle. Alors pas sur le côté impact sur le nombre de postes qui vont disparaître, etc. Plus sur l'usage intelligent, sensible de l'IA. Ouais. Ok. Eh ben, toujours cette curiosité. Hein. Ouais. Et pour arriver sur la toute dernière partie conclusion, je vais te citer quelques phrases. Je vais te laisser les finir à ma place. Enfin, je vais faire la première partie, tu vas faire la deuxième partie. Première phrase. Aujourd'hui, les équipes RH devraient... Aujourd'hui, les équipes RH devraient... s'adapter. Ok, très bien. Demain, les DRH seront... agile. Ok. Le sujet chaud du moment, c'est... C'est comment préserver l'humanité tout en prenant le meilleur du progrès. Je parlais de l'IA tout à l'heure. Ok. Vous avez 4 heures. Ta prochaine priorité sera... Mes vacances. Oh, super. Effectivement. On est fin juin, mes vacances. Quel est mon unpopular opinion? C'est... Alors, une popular opinion, c'est quelque chose que toi, tu crois personnellement, mais qui n'est pas la norme par rapport au système, aux autres. Mais que toi, fondamentalement, tu penses. Alors, ça va être très paradoxal avec tout ce que j'ai dit avant, mais c'est que... je pense qu'il y a des gens qui sont indécrottables. Ok. Et il y en a aussi dans les entreprises. C'est-à-dire, malgré tout ce que j'ai dit, je pense qu'il y a aussi... Des fois, il ne faut pas s'acharner. Ouais. Voilà. Il faut lâcher prise à un moment. Ouais. Ok. Et le dernier, ma plus grande leçon dans le monde professionnel, c'est... Ma plus grande... Écouter. Okay. Je pense que, justement, parler de jeunes leaders RH, je pense que très souvent, quand on arrive pétri de bonnes intentions, on a tendance à vouloir apporter des choses, à vouloir dire des choses, à vouloir répondre, etc. Et j'ai appris à écouter. Ok. Alors, je sais que tu offres des livres. Quel est celui que tu offres le plus à tes proches?
Écoute, un petit livre très anecdotique en apparence qui s'appelle L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Que tu m'as offert d'ailleurs et que je n'ai pas encore lu. Qui est un petit recueil de tips, de nouvelles, alors c'est souvent sur des choses vraies, hein, d'études de croyances de gens dans différents pays, d'équations mathématiques, etc. En fait, c'est plein de petits instantanés ou de moments historiques, etc., qui sont très... Alors déjà, c'est très frais. Et puis, ça se lit très facilement parce que c'est morcelé, donc ça peut se lire dans le train, dans le métro, voilà. Et puis, c'est plein de petites, justement, anecdotes, petites choses qu'on peut réutiliser en formation, en conseil, des citations, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit livre très sympa que je recommande, qui ne fait pas du tout mal à la tête. Que je vais te le piquer, oui, ça, du coup. Ouais. Ok. Si tu pouvais glisser un mot à la Fabienne qui sort de la Sorbonne, quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais avec tout ce que tu as accumulé comme expérience? Je lui dirais ose. Je pense que plus jeune, j'étais pas, je me posais énormément de limites. Donc là, je rejoins Ulysse quand il dit qu'il faut leur donner de l'ambition à ces leaders RH. Je pense que j'avais plein de réserves. Je dirais plus quelque chose de ce style-là. Ouais. Vas-y, quoi. Okay. Et si les personnes qui nous écoutent veulent approfondir la discussion, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Ils peuvent me contacter via mon LinkedIn. Ok. Via mon profil LinkedIn. Fabienne Speck. Comme ça c'est facile, facile à trouver. Ouais. On le mettra. Bon, merci beaucoup Fabienne en tout cas pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolé parce que je t'ai mis un petit peu en retard. On t'a mis un petit peu en retard. Je vais courir. Voir mon client. Est-ce que tu avais un mot de la fin? Non, écoute, c'était un plaisir. Nous, c'était toujours un plaisir. Je suis content d'avoir approfondi. On allait encore plus loin. On n'a clairement pas répété des choses qu'on s'était dit en privé. On est allé encore plus loin. Donc, j'espère qu'on aura encore d'autres de ces discussions. De toute façon, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure pour un petit after work / dîner qu'on organise avec nos amis, nos clients, nos partenaires, etc. Merci beaucoup d'avoir suivi jusque-là. Si ça fait presque 2 heures qu'on tourne, donc on est vraiment preneur d'avoir vos réactions. On ne sait pas encore sur quelle plateforme on va le publier, mais il y a certainement un moyen de mettre des étoiles ou de mettre un bouton like. On sera vraiment preneur. Et si ça vous a plu, dites-le nous et dites-le à vos amis, à votre réseau. Nous, ce qu'on a envie, c'est que ce podcast vous soit utile et puisse être utile à tous les futurs et actuels leaders RH. Donc, n'hésitez pas à le partager. Et merci beaucoup Fabienne pour la richesse de ton partage. T'es une vraie encyclopédie, hein, c'est impressionnant. C'est l'âge, c'est le privilège de l'âge. Trop bien. À bientôt tout le monde. Merci. Ciao.